Ici aussi, il y a de l'air. Ici aussi, il y a de l'air. Ici aussi, il y a de l'air. Voilà, bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans cet amphi pour cette deuxième journée du colloque national Biomasse édition 2013. Bienvenue en particulier à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui après cette première journée d'hier consacrée en particulier au bois énergie. J'aurai le plaisir de continuer à animer ce colloque à travers les tables rondes notamment qui vont se succéder devant vous aujourd'hui. Mais avant toute chose, je vous propose quelques mots d'introduction de la part de Cyril Lepicard, président de France Biomasse Énergie. Bonjour à tous, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette deuxième journée de ce colloque France Biomasse Énergie. Je voudrais signaler la présence de Marcel Deneux, sénateur de la Somme, qui interviendra cet après-midi dans les biocarburants. Je voudrais excuser l'absence de Stéphane Le Foll, notre ministre de l'Agriculture, qui est retenu par la PAC et qui devait venir ce matin ouvrir cette deuxième journée. Par contre, je vous confirme la présence de Delphine Batho à 17h aujourd'hui. Elle vient de nous confirmer sa présence et elle doit nous annoncer des informations de la plus haute importance, paraît-il, sur les sujets qui nous occupent, c'est-à-dire la biomasse. Nous avons eu une première journée hier tout à fait intéressante et on peut dire un succès notoire grâce à la qualité des intervenants. Bon. C'est un téléphone, non? C'est mon téléphone? Bon, excusez-moi. Bien. Donc, qualité des intervenants, qualité des thèmes choisis ont donné une journée de qualité avec beaucoup d'incertitudes quand même, mais aussi beaucoup d'encouragement sur cette biomasse bois et biomasse en général bois. Aujourd'hui, c'est une journée tout aussi importante que celle d'hier, parce que nous allons parler de deux sujets qui sont en plein développement. Là aussi, il y a des incertitudes, là aussi, il y a des encouragements. Nous avons des tables rondes organisées en conséquence pour avoir des éclairages de professionnels sur des sujets techniques et importants pour l'évolution de la biomasse. Donc, j'accueille tous les participants à ces tables rondes. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous confirme que Delphine Batho sera là à 17h. Surtout, ne quittez pas cette salle. Merci et bonne journée. Merci Cyril Lepicard pour cette introduction. Alors sans autre transition, je vais inviter sans plus tarder les participants de notre première table ronde que je vais nommer sans ordre, sans protocole particulier. Je vais vous inviter à me rejoindre sur scène, mesdames, messieurs. Caroline Marchais, déléguée générale du club Biogaz ATE, l'association technique énergie-environnement. Catherine Foulonneau, déléguée stratégie régulation GRDF. Laurent Michel, directeur général de la DGEC, direction générale énergie et climat au ministère. Jean-Henri Cullerier, directeur filière bioénergie, administrateur VRD6, groupe EDF Énergie. Charles Stirnweiss, président du SIDEM, syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est. Et enfin Philippe Touchet, chargé de mission climat, énergie et biomasse à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, la PCA. J'espère que tout le monde est présent. Apparemment, me semble-t-il. J'ai oublié également M. Cullerier, sauf erreur. Non, je l'ai cité. M. Cullerier est là, pardon. C'est Laurent Michel qui n'est pas là. Merci de me le signaler. Mais écoutez, nous commencerons sans lui. Bienvenue, mesdames, messieurs, autour de cette table ronde consacrée au marché des différents segments. Pour ce qui nous intéresse, le biogaz, le biométhane. Je compte sur vous également pour nous faire un état des lieux sur non seulement la situation actuelle en France, mais également nous parler ultérieurement du potentiel, sachant que la méthanisation présente un potentiel reconnu de développement en France, les sources d'approvisionnement qui semblent nombreuses et les débouchés variés. Alors vous nous direz comment vous percevez à travers vos activités
vos projets, les futures unités de méthanisation en France. Vous nous direz comment vous imaginez éventuellement un modèle français, s'il en existe un. Et nous ne manquerons pas ensuite de faire l'inventaire des conditions favorables pour permettre un essor et optimiser cet essor de la méthanisation en France. Alors, M. Michel n'étant pas là, je ne vous cacherai pas que je comptais un petit peu sur lui aussi pour nous préciser les projets dont on parle. Donc, je vais me tourner vers vous pour vous charger de cette mission, notamment à travers la feuille de route que constitue le récent plan énergie-méthanisation autonomie azote, dont aurait pu nous parler le ministre de l'Agriculture également. Voilà, l'idée est de faire un petit peu le point sur ce que peut être ce potentiel de développement de la méthanisation en France dans ce cadre nouveau et avec ces perspectives. Est-ce que quelqu'un voudrait se lancer en lieu et place de M. Michel, peut-être pour faire un petit état des lieux? Madame Foulonneau? Moi, je peux modestement commencer par la filière gaz qui démarre, et puis peut-être Caroline continuera sur la partie cogénération. Donc en gaz, on a une filière qui démarre. On a donc les décrets, les premiers décrets sont sortis en novembre 2011, donc c'est très récent. Et ensuite, il faut à peu près 4-5 ans pour faire un projet. Mais on voit déjà les premiers projets apparaître. On a donc Monsieur Sternweiss en parlera tout à l'heure, un beau projet qui vient de commencer à injecter le 17 mai dernier à Forbach. On va en avoir un autre très prochainement cet été en Seine-et-Marne chez des agriculteurs. On a signé hier un autre contrat d'injection pour la fin de l'année, donc à 100% sur Sioule. Et puis on en aura d'autres on en devra en avoir 14 l'année prochaine. Et on estime on a 250 projets à l'étude. Donc voilà, on a un beau potentiel de projets qui arrivent dans les années à venir, quoi. Merci Madame Foulonneau pour cette entrée en matière. Donc Madame Marché, si vous voulez bien effectivement compléter et puis peut-être nous faire part des tendances sur le type d'installation qui semble se présenter pour l'avenir. Oui, alors sur le potentiel général... on peut peut-être reprendre dans l'ordre alors. À peine le temps d'arriver. Bon, en tout cas, je vais parler du potentiel général le temps que vous ouvriez, sortiez vos papiers. On est en France sur un potentiel, alors selon différentes études, on tombe toujours à peu près sur les mêmes chiffres, autour de 140-150 TWh, si on prend tout le gisement qu'on peut méthaniser en France. Donc évidemment, on ne va pas l'atteindre en 5 ans, ça c'est plutôt pour 2050. C'est ce qu'on trouve dans des scénarios comme Négawatt, qu'on retrouve aussi, voire plus, dans les études qu'a fait GRDF sur le potentiel, en prenant en compte le gisement des algues et gazéification du bois. Donc voilà, ça fait des gisements que nous n'avons pas comptés dans ces 150 ou 140 TWh. Après, la répartition et le type de projet qui se monte sont extrêmement variables en fonction des politiques menées. Donc aujourd'hui, on voit un très fort intérêt de la filière agricole sur des projets donc soit individuels pour les agriculteurs qui peuvent investir et mener ce type de projet seuls. Soit nous, on soutient aussi beaucoup les projets collectifs qui permettent à des agriculteurs qui n'ont pas le gisement ni les moyens de monter des projets tout seuls, de participer à la méthanisation, de traiter leurs effluents, d'avoir un complément de revenus. Donc on soutient beaucoup ce système de projet collectif. Après, la valorisation, il faut qu'elle soit la meilleure possible sur un plan efficacité énergétique et environnementale. Donc soit une cogénération s'il y a du débouché chaleur et qu'il est pertinent, soit de l'injection s'il y a le réseau et que le réseau peut absorber. Voilà, soit les deux, soit les deux, comme Monsieur Sternweiss pour en témoigner dans quelques minutes. Exactement. Peut-être Monsieur Michel, si bien vous sûr. voulez. Alors déjà, je voudrais me faire l'avocat de Monsieur Michel, qui est parfaitement à l'heure pour nous rejoindre à l'heure prévue, mais comme vous le savez, compte tenu de l'absence du ministre qui s'est excusé, pour éviter de vous faire patienter trop longtemps, nous avions décidé d'anticiper un petit peu, effectivement, par rapport à l'horaire prévu. Donc, je voudrais bien nous en excuser, mais enfin voilà, tout est bien qui finit bien. Vous nous avez rejoints à l'heure dite. Je vais vous proposer de prendre le micro, Monsieur Michel, effectivement, puisque nous en étions aux prémices et en quelque sorte à la description du décor dans lequel nous
allons échanger. Et notamment, je voulais vous interroger sur, évidemment, le potentiel en matière de développement de la méthanisation en France, et notamment à travers la feuille de route du plan EMA, énergie, méthanisation, autonomie en azote, dont aurait dû nous parler Stéphane Le Foll, mais vous allez peut-être pouvoir nous en dire quelques mots. Je vous laisse nous décrire un petit peu justement le contexte, le décor dans lequel nous sommes. Oui, merci. Non, je ne parierai plus sur le retard des colloques. Donc, quelques mots effectivement d'introduction ou de paysage, et qui pourront être complétés par le débat avec les intervenants et la salle. On parle d'une méthanisation biogaz d'un secteur en devenir divers par ses intrants, par ses types d'acteurs, par ses débouchés possibles, avec des structurations qui émergent, qu'on peut un peu orienter aujourd'hui, mais qui vont sûrement aussi évoluer. Dire que c'est important et intéressant pour la politique de gestion des déchets. Nous avons des objectifs tant européens de réduction de la mise en décharge de déchets organiques que nationaux d'augmentation de notre valorisation des déchets ménagers assimilés. C'est important pour un développement des énergies renouvelables. C'est un moyen pour un certain nombre de secteurs, dont l'agriculture, d'avoir des compléments de revenus, mais aussi de la fourniture d'énergie qui peut être utilisée sur place. Ce n'est pas qu'un aspect financier direct, ça peut être aussi important même pour l'exploitation. Et donc, depuis quelques années, le pouvoir public essaye de poser un cadre progressivement, avec des cadres réglementaires, des cadres financiers de soutien. Il est important aussi de voir qu'on peut avancer sur l'organisation des filières et aussi l'optimisation technique. Je trouve que c'est important d'en parler. C'est à la fois pas un procédé nouveau ni totalement révolutionnaire, mais il y a encore beaucoup de choses à explorer et à faire. Alors, depuis quelques années, donc, dans la continuité, on a eu un cadre sur les déchets avec d'un côté les clarifications de réglementation ICPE. Les objectifs avec la priorité aux valorisations matières ou organiques qui donc incitent les producteurs de déchets à se tourner entre autres vers ce mode de traitement. Je rappellerai en particulier le décret sur la collecte et la valorisation des biodéchets pour les gros producteurs, entré en vigueur à partir de juillet 2012 et qui va progressivement étendre son champ d'application et qui amène donc des gisements vers le compostage ou la méthanisation. Les soutiens financiers ont été mis en place au travers du fonds déchets de l'ADEME, environ 30 millions d'euros par an, agriculture, urbain, tout industriel, compris. Oui, tout compris. Et de temps en temps, le fonds chaleur, quand il y a raccordement à un réseau de production de chaleur renouvelable, peut intervenir, parce que le fonds chaleur ne fait pas de discrimination. Le seul qu'il fait, c'est si vraiment les projets ne sont pas bons et non performants en termes d'euros par TEP économisé. Mais il intervient plutôt sur le volet réseau de chaleur. Les tarifs, les experts du secteur les connaissent mieux que moi, ont été tarifs d'achat pour l'électricité de cogénération, mai 2011, tarif d'injection du biométhane, novembre 2011, le tarif double valorisation, février 2013. Alors, déjà, cet ensemble d'actions donne un certain nombre de résultats. Moi, j'ai des statistiques qui me parlent de 241 MWh électriques installés fin 2012, et 100 sites étaient en plus en attente de raccordement pour 72 MW. Alors, c'est à la fois peu et beaucoup. C'est plus que les objectifs, certes, probablement prospectifs et modestes qu'on avait pu mettre dans le plan d'action pour les énergies renouvelables. Mais on pense que les objectifs 2020 de ce plan seront atteints, voire plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'en satisfaire, mais ça montre qu'il y a une dynamique. Et depuis l'irruption bénéfique des tarifs cogénération, le rythme de l'inscription dans les registres ADEME des projets a nettement augmenté. Sur l'injection dans les réseaux, c'est encore balbutiant, mais on me dit que 360 projets sont en étude auprès de GRDF pour l'injection. Ils ne vont sûrement pas tous se faire, c'est des études. Donc, il va falloir, est-ce que c'est faisable, rentable? Mais ça veut dire qu'il y a une demande aussi qui arrive de ce côté-là. Alors, les ministres chargés de l'agriculture, de l'écologie, de l'énergie et aussi de l'industrie ont, comme je l'ai dit récemment, annoncé le plan énergie, méthanisation, autonomie à azote, tourné vers le soutien à la méthanisation agricole, avec une dimension ressoulignée, c'est qu'il y a
une vision, dont on va voir si elle arrive à progresser via ce plan, c'est qu'on pourrait, par la méthanisation d'un mélange d'effluents et de déchets organiques, non seulement produire l'électricité ou la chaleur ou l'injection dans le biogaz, dans le réseau, pardon, mais aussi avoir des moyens, une vision vertueuse dans le traitement des effluents, la production d'un digestat de qualité qu'on pourrait utiliser en amendement agricole, aux bonnes périodes, sans avoir les difficultés qu'ont les agriculteurs qui connaissent mieux que moi, des périodes d'épandage. Il y a beaucoup de contraintes techniques là-dessus. Donc, c'est pas très facile d'épandre ces effluents. Il y a une idée, c'est que le digestat, qui est facile à stocker, pourrait être utilisé. Vous avez un micro un peu susceptible, me semble-t-il. En fait. Qui bouge, je pense. Voilà. Et ça permettrait aussi, une fois l'amendement organique utilisable en engrais, de diminuer les achats d'engrais synthétiques. Donc c'est aussi, c'est la dimension. Il y a une double dimension. Voilà, c'est la dimension supplémentaire de ce plan, au-delà d'une dimension strictement méthanisation, voilà, biogaz. La composante autonomie azote qui est dans le du plan, c'est effectivement d'améliorer le bilan, la balance, et effectivement amener des fertilisants issus de l'exploitation elle-même d'ailleurs, plutôt que des fertilisants, pour compenser des fertilisants artificiels qui pourraient être amenés aussi, comme intrants. Et gérer dans ce cadre les effluents. Alors c'est pas simple, on y reviendra. Alors l'objectif du plan, les experts présents l'ont lu, mais ça peut être utile de redonner quelques éléments, c'est d'avoir d'ici 2020 1000 méthaniseurs agricoles. Un certain nombre d'outils ont été mis en place ou vont l'être. Il a été prévu une revalorisation des tarifs d'achat pour l'évolution de la prime dite d'effluents. L'arrêté tarifaire est passé la semaine dernière au Conseil supérieur de l'énergie, devrait donc sortir. Une disposition de simplification avec une augmentation du seuil du régime d'enregistrement qui passera en décret de nomenclature installation classée d'ici la fin de l'année. L'idée, donc, il y a un appel à projet sur le volet azote, qu'on puisse aussi voir côté amont, si on pourrait, par les appels à manifestation d'intérêt dans le cadre des investissements d'avenir, faire aussi structurer, émerger des évolutions dans la filière industrielle, donc des équipements. Et puis plus globalement, ce plan, il va devoir se traduire sur le terrain par l'accompagnement des projets. Je rejoins ce qui a été dit à l'instant sur l'intérêt de projets qui ne soient pas qu'individuels, qu'on puisse regarder sur un territoire la possibilité de plusieurs agriculteurs d'avoir des déchets d'autres sources, dont ces producteurs de biodéchets, par exemple restaurants ou industrie agroalimentaire, donc de projets collectifs, et aussi un accompagnement en termes administratifs de vision globale des procédures. Et le dernier point, donc, c'est un travail entre les ministères de l'Agriculture et de l'Écologie, nos collègues de la DGPR, et les professionnels pour voir comment on peut faire avancer, en liaison avec un débat européen qui est compliqué, pas consensuel, l'émergence de critères réglementaires, à la fois côté déchets et côté amendement en engrais, qui permettraient d'avoir une garantie de qualité et de lisibilité, tant pour le méthaniseur, on va dire, que pour l'épandeur, l'utilisateur. Donc pour faciliter l'épandage. Donc c'est une question, on va dire, de normalisation, réglementation qui doit s'articuler entre la réglementation produits à amendement engrais et la réglementation déchets. Plus largement, peut-être quelques mots, on pourra redévelopper pour l'avenir, c'est que la ministre souhaite qu'on réfléchisse plus largement, on pourra y revenir plus tard, sur la simplification, à la fois soit au niveau du design des procédures, soit de l'accompagnement. Je pourrais peut-être y revenir tout à l'heure. Oui, c'est ce qu'on fera. Et dire donc qu'on a aussi, au-delà de l'agriculture, actuellement un travail qui a donné lieu à une consultation des acteurs qui vient de se finir. On va passer à la réglementation des textes pour créer le tarif d'injection dans les réseaux pour le biogaz à partir de méthanisation de bout de station d'épuration. On pourra y revenir si il y a des questions. Calendrier en gros automne. Et puis peut-être pour signaler qu'il y a un certain nombre d'études de l'ADEME, de l'INERIS,
je pense que les acteurs y sont associés, sur tout ce qui peut être l'optimisation du bilan énergétique des installations, aussi la qualification des digestats aux divers stades, et aussi l'idée, dans une étude à ADEME, qui regarde d'ici, c'est d'élaborer un ensemble de recommandations ou d'idées pour guider l'organisation du traitement selon la nature des territoires, la nature de la collecte, la nature des intrants. Tout ça est participant, à mon avis, d'une réflexion qu'on doit avoir sur les années à venir. Je l'ai dit, une multiplicité d'intrants, de porteurs de projets, de débouchés possibles. On peut avoir aussi un moment des concurrences, etc. Mais une structuration de filière, il ne faut pas qu'on soit uniquement focalisé sur nos tarifs, nos procédures, nos plans actuels. On a beaucoup de réflexions en cours qui, à mon avis, sont prometteuses. Nous y reviendrons, si vous le voulez bien, parce que je pense que c'est important, effectivement, pour l'ensemble des participants de faire cette partie prospective et que les choses soient bien claires, que les choses soient visualisables par les uns et les autres. En tout cas, Monsieur Michel, merci pour ces rappels de contexte. Je vous ai laissé un peu de temps pour développer, parce que cet exercice était important à ce stade. Donc, pour rappeler le décor dont je parlais tout à l'heure, dans lequel nous nous inscrivons, nous avons beaucoup parlé, évidemment, de méthanisation sur les exploitations agricoles. Je vais me tourner justement à ce stade vers Monsieur Touchet pour en savoir un petit peu plus. Effectivement, le fameux plan EMA est très orienté vers l'agriculture, qui représente, il est vrai, un gisement a priori assez important et a priori également assez facilement mobilisable, en tout cas sur le papier. Et c'est pourquoi je me tourne vers vous pour savoir ce qu'il en est techniquement et réellement en termes de potentiel. Puis évidemment, Monsieur Michel les a évoqués, mais vous pouvez nous rappeler à ce stade les avantages pour les agriculteurs que présenteraient ces projets de méthanisation. Merci beaucoup. Donc, voilà, sans surprise, moi je vais parler méthanisation agricole sur la partie segment, mais en même temps, j'aimerais revenir un petit peu sur ce qu'on entend derrière cet aspect de méthanisation agricole, parce qu'on se rend compte que ça peut recouvrir différents sens. Moi, je vous donnerai le sens qu'on souhaite développer au niveau des chambres d'agriculture et un peu plus largement de la profession agricole. La méthanisation agricole, pour nous, c'est de la méthanisation par et pour les agriculteurs avec des projets sur mesure. Pour les agriculteurs, parce que ça a déjà été dit, je ne vais pas tout redétailler, mais ça représente différents avantages sur l'aspect de potentiel d'autonomie d'azote, de réduction des fuites de nitrates, réduction des émissions de gaz à effet de serre sur les effluents sur lesquels on est régulièrement interpellé, production d'énergie, valorisation, autonomie à l'échelle de l'exploitation et plus largement, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective, une réintroduction d'une dimension complémentaire à l'échelle de l'exploitation ou des exploitations, avec de la mutualisation, du lien social, de l'emploi, de la vision territoire, sur lesquels on partage complètement. Après, par les agriculteurs, parce qu'on ne souhaite pas être fournisseur de matières pour des projets de trop grande envergure, on souhaite que ce soit les agriculteurs qui puissent porter le développement de la méthanisation agricole dans toutes ses dimensions, sur les aspects approvisionnement, bien sûr, sur les aspects retour au sol, sur lesquels on est incontournable, mais également en termes de financement, de gouvernance, de valorisation des différents produits qui y sont associés. Est-ce qu'on peut dire quelque part que c'est une forme aussi de diversification des activités agricoles que vous souhaiteriez, sur laquelle vous souhaiteriez garder la main quelque part? C'est ça, hein, clairement, il faut le dire. Enfin, on considère que il y a l'entrée, donc une grande partie du potentiel, ça a été dit, hein, c'est les effluents d'élevage et les résidus de culture. C'est ça aujourd'hui qui tient une bonne partie du potentiel de méthanisation. Et puis il y a une partie biodéchets, mais qui ne nous appartient pas. Et après, il y a le retour au sol. Retour au sol qui se passe fondamentalement par l'agriculture, sur lesquelles, forcément, on va mettre des conditions d'exigence sanitaire, de qualité agronomique et de traçabilité. Et dans toutes les réflexions qui sont en cours sur sortie de statut du digestat, enfin sortie de statut déchets au niveau européen, homologation, normalisation, lien avec le compostage, nous, on demande une chose assez simple, c'est qu'il y ait de la cohérence et que, finalement, il y a un seul sol. Donc, on veut une même approche pour l'ensemble des produits qui retournent au sol avec les mêmes critères. Alors, sans aller trop loin dans les détails techniques, mais pour que les choses soient bien claires, quand vous parlez de normes et de qualité des matières qui retournent au sol, quels sont les critères, les facteurs que vous prenez en compte et qu'est-ce qui peut vous inquiéter éventuellement dans cette approche? Il y a il y a l'aspect physique, donc des résidus, il y a les éléments traces métalliques, il y a les aspects bactériologiques qui sont très importants, et puis après il y a la valeur fertilisante de l'amendement. Que ce soit compost, que ce soit digestat, on a
voilà, on a des propriétés qui sont voilà. différentes Vous avez besoin de la part d'un crédit visibilité, minéraux. d'avoir Il faut être des sûr mesures. de ce qu'on annonce quand on dit une unité d'azote dedans, comment elle va être utilisée par la plante pour pas qu'il y ait, en gros, tromperie sur la marchandise. Ça, c'est des éléments importants. Et je terminerai juste sur un point pour pas être trop long non plus. Le dernier point, c'est des projets sur mesure. Nous, on considère que même si on a besoin d'une filière française, et on en a vraiment besoin d'équipementiers, d'accompagnement des porteurs de projets, la diversité de notre agriculture et de nos territoires font qu'on va développer des projets sur mesure. Il n'y aura pas un type de projet qui va être calcable sur tous les territoires et pour tous les agriculteurs. Ça, c'est vraiment important de l'entendre. Et pour que ces projets sur mesure se fassent, il faut qu'on réfléchisse en termes de ressources disponibles, en termes de besoins de chaleur, d'électricité ou de matières fertilisantes, et non pas qu'on crée des besoins juste pour implanter les projets, quoi. En gros, si je peux résumer, j'espère qu'on n'aura pas besoin de chauffer des piscines ou d'incorporer des déchets forcément pour développer de la méthanisation agricole. Il faut qu'on réfléchisse des solutions qui permettent à des agriculteurs qui sont plutôt céréaliers ou des agriculteurs qui sont plutôt éleveurs et qui ont certaines contraintes, de développer des projets à leur taille, à leurs besoins et par rapport à leurs ressources locales. Alors pour vous, les bénéfices pour l'agriculture sont une composante indissociable du reste, même si effectivement il y a plusieurs finalités, en quelque sorte, comme nous l'a rappelé M. Michel. Merci M. Touchet. Monsieur Cullerier, je me tourne vers vous juste avant d'entendre une sorte d'illustration de terrain à travers le témoignage de M. Stirnweiss, qui pourra effectivement matérialiser un petit peu tout ce qu'on est en train de dire à travers des projets en activité, enfin des projets, réels, palpables, visitables aujourd'hui, et vous nous ferez part de tout ça, M. Stirnweiss. M. Cullerier, même question aussi concernant les différents segments sur lesquels vous intervenez. Je vous laisse continuer d'illustrer un petit peu ce potentiel dont nous sommes en train de parler pour la méthanisation. Bien, merci. Donc déjà, pour replacer, le groupe EDF Énergie Nouvelle intervient dans la biomasse de manière significative sur les pays où on est implanté. En France, ça se confond avec la filière biogaz et à travers notre véhicule de développement qui est Verdesis, qui se développe maintenant depuis 2007. D'abord très fortement parce que les tarifs étaient présents. Les tarifs étaient présents dans ce secteur-là sur le biogaz de décharge et depuis 2009 sur les métiers de la méthanisation. La société dispose aujourd'hui de 30 MW, 20 MW en exploitation, 10 MW en construction. On était plutôt déséquilibré côté gaz de décharge dans les premières années. Et aujourd'hui, le développement se concentre avant tout et même quasiment à 100% sur la méthanisation. Donc ça, c'est juste pour placer le décor. Pourquoi le groupe EDFN investit dans ce secteur-là? Tout simplement parce qu'on a confiance dans la capacité de la France à soutenir les projets de méthanisation qui font du sens au niveau local, territorial, avec une technologie qui est mature, qui est bien maîtrisée par nos équipes, sur lequel on a une diversité de technologies, que ce soit la cogénération, l'injection, voire la fabrication de biogaz carburant. Et il y a un réel potentiel identifié, comme l'a souligné Caroline dans ses propos, Caroline Marchais. Quels sont les segments qu'on regarde? Alors nous, on est un acteur du monde de l'énergie, on est un acteur industriel et on n'est donc pas, contrairement au monde agricole, le producteur des matières premières nécessaires à la production de ce biogaz. Donc forcément, nous, on regarde ça sous la forme de partenariat. On a trois segments visés. On ne va pas aller vers les projets à la ferme, puisque là, c'est effectivement, comme l'a souligné l'intervenant des chambres d'agriculture, des projets qui sont portés, soutenus par le monde agricole lui-même et qui a envie de conserver la maîtrise de ces développements, de ces projets. En revanche, il y a un secteur de coopération tout à fait ouvert avec notamment le monde coopératif pour des projets collectifs, territoriaux, qui soit se concentrent
que sur les effluents de nature agricole, s'il y a une génération suffisante localement, soit combine ces effluents agricoles avec des matières organiques d'origine soit déchets de restauration, soit déchets de la grande distribution collectés sélectivement, de façon à avoir un projet d'une taille significative qui permette d'atteindre les ratios de rentabilité exigés par les banquiers et notre groupe. Ça, c'est un premier ou deux segments, je dirais, hein, le segment collectif agricole ou le segment territorial combinant déchets agricoles et déchets de la grande distribution ou de restauration ou autre. Le troisième segment sur lequel on travaille, c'est tout simplement l'industrie agroalimentaire qui, sur un certain nombre d'usines, peut à elle seule justifier d'un projet adossé à cette usine. Et qui plus est, avec l'opportunité sur ces projets industriels, en général, d'envisager la réinjection en biométhane, parce que très souvent, il y a une utilisation de gaz naturel dans les processus, tout simplement pour chauffer, pour cuire, pour tout ce qui est nécessaire. Et donc, à ce titre-là, des infrastructures à disposition pour envisager, à l'inverse, lorsqu'on produit du biométhane, de le réinjecter dans le réseau. Et quand vous parlez d'industrie agroalimentaire, vous citiez juste avant les coopératives agricoles, parfois ça peut même se confondre, puisqu'il y a de gros opérateurs dans ce milieu. Tout à fait. Alors on a vraiment la volonté, nous, de travailler en partenariat. D'ailleurs, avec Verdesis, sont associés deux grands noms du monde agricole que sont Sophie Protéol et Unigrain, qui sont des représentants du monde agricole et, comme vous le soulignez, qui non seulement sont présents et travaillent beaucoup avec les coopératives, mais aussi ont des investissements industriels dans l'agroalimentaire. Merci, M. Cullerier. Merci pour cette entrée en matière également pour la partie qui vous concerne. Alors, M. Steenwijs, vous l'avez compris, l'objectif était de vous entendre pour compléter ce tour de table, ce premier tour de table à travers une illustration de votre propre expérience, de vos retours d'expérience. Alors, on peut lire sur votre site internet sur lequel je me suis rendu la valorisation optimale des déchets et la vocation première du SIDEM. Donc ça, au moins, c'est écrit, c'est dit, c'est proclamé en quelque sorte. Alors vous nous direz que représente dans cet ensemble d'activités que vous conduisez la méthanisation, quelle place elle a dans vos schémas. Je vous laisse nous en faire une description synthétique. Oui, d'abord, en deux mots, le SIDEM, dans l'Est, en Lorraine, Moselle, nous représentons à peu près un tiers de l'espace 2500 km². Nous avons regroupé 14 intercommunalités, 293 communes, 385 000 habitants, autour du problème tout simple qui se pose dans toutes les collectivités territoriales en France. C'est l'application de la loi de 92 qui exclut tout autre apport dans un enfouissement que les déchets ultimes. C'est-à-dire, en un mot, les déchets ultimes, c'est ce qui reste quand on a essayé de valoriser au maximum tout le reste. Et ça, il faut encore le définir. Et ça a été fait au fil du temps. Notre démarche a été la suivante, nous sommes sur la frontière avec nos voisins allemands et très proches de nos autres voisins pour lesquels la biomasse est depuis longtemps, et notamment la méthanisation, un vecteur important de l'ensemble des filières qui s'en dégagent. Et nous avions trouvé intelligent de rendre à la Terre ce qu'on lui a pris, et pas seulement de voir le côté énergétique, c'est l'ensemble du processus. Il faut savoir, et c'est important pour ceux qui nous écoutent, que la quantité en masse, le tonnage des déchets ménagers, la fraction bio-fermentescible représente un tiers de la masse. C'est-à-dire que nous, sur les 120 000 tonnes de déchets ménagers stricts, sans compter les assimilés qui représentent encore 80 000, je parle des déchets, disons, qui ne sont pas directement collectés par la collecte des ménages, eh bien, sur les 120 000 tonnes, nous collectons 42 000 tonnes de biodéchets. Le problème des biodéchets, ça devient rentable si vous réussissez à collecter véritablement la ressource. Et à partir de ce moment-là, la notion de ressource devient quelque chose d'essentiel. Vous partez d'un déchet que vous pouvez transformer en ressource, et vous êtes là dans la problématique territoriale aujourd'hui qui est générale dans notre pays. Chaque territoire cherche à recréer de l'activité économique, des emplois non délocalisables, et nous sommes aussi dans cette dimension. Donc à partir d'une ressource nouvelle que vous créez, en quelque sorte à partir des déchets, vous créez des emplois. Nous avons créé aujourd'hui à peu près 160 emplois.
Nous sommes moins chers que ce qui se pratiquait traditionnellement, donc je rassure ceux qui auraient peur que ça renchérisse la filière. Et surtout, ça nous permet évidemment d'atteindre des volumes qui sont jouables au niveau économique. Donc nous, par exemple, nous produisons 6,5 millions de mètres cubes de biogaz. Ça représente en gros 60% de méthane, 40% de CO2. Donc si vous transformez ça en mégawattheure, vous êtes à 25 000 mégawattheures à peu près. Mais ça ne dit pas grand-chose, les mégawattheures, sauf aux spécialistes. Si je transforme ça en litres de gasoil, ça fait l'équivalent à peu près de 3,6 millions de litres de gasoil par an. Et ça pour une territorialité qui regroupe 385 000 habitants. Donc vous divisez la population de la France par cette quantité et vous avez à peu près le coefficient multiplicateur que vous pouvez utiliser pour voir à peu près ce que ça représente en potentiel. En potentiel. Donc les collectivités territoriales, si vous voulez parler en térawattheures, vous êtes entre 8 et 10 térawattheures énergétiques, globalement. Alors évidemment, selon les systèmes, on ira plus vers la cogénération ou vers maintenant, heureusement, pour nous en France, l'injection. Et nous avons voulu, en fait, sur notre secteur, mettre en place un modèle de développement qui soit duplicable et qui soit fondamentalement porteur aussi de création de richesses. Et à partir de là, eh bien, il s'agissait en fait d'illustrer de façon très concrète chez nous cette notion d'économie circulaire qui aujourd'hui est unanimement étudiée, on en parle beaucoup. Il y a peu d'exemples concrets où l'on peut véritablement suivre de A à Z l'ensemble de ce type de démarche. Nous avons souhaité le faire ici, chez nous. Et c'est tout simple, lorsque les habitants sont priés de trier, ils savent déjà trier en France. Éco-emballage, ça fait quand même une habitude prise. À partir de là, il s'agit, pour nous, c'est le choix que nous avons fait, d'aller chercher à la source cette fraction biofermentescible. Nous avons mis à disposition des habitants, donc dans chacun des foyers, une poubelle adaptée avec un sac bleu pour ce qui reste, c'est-à-dire, entre guillemets, le déchet ultime, et puis la fraction verte, un sac vert, où l'on met quoi ? On met les épluchures, on met les restes de repas, on met ce qu'on a oublié dans le frigo, des choses extrêmement simples. Donc tout ce qui est fermentescible. Tout ce qui est fermentescible, on y rajoute évidemment le papier absorbant, je ne citerai pas de marque, mais vous les connaissez tous. Et voilà, et puis ça s'arrête là. Alors justement, si vous permettez juste une petite précision technique, puisque vous avez évoqué tout à l'heure, 1, les emballages, 2, vous avez fait allusion à la loi concernant l'enfouissement, et il y a une donnée nouvelle qui est apparue en 2012, c'est la nécessité, l'obligation de déconditionner pour ce qu'on appelle les gros producteurs, qui font partie de vos territoires également. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, parce que les choses évoluent très vite. Et les agriculteurs, tout à l'heure, à travers le représentant des chambres, nous disaient la vigilance qu'ils comptaient avoir par rapport aux produits qui pourraient leur parvenir. J'imagine que vous êtes également concerné. Bien sûr. Si vous voulez, le problème, d'abord, moi, je pense qu'il faut quand même aussi... Chacun, évidemment, connaît le mieux son espace économique et sa problématique. Je pense qu'il faut aussi faire de la transversalité, au moins dans la réflexion. Et nous, par exemple, il est évident que lorsque les grandes et moyennes surfaces ont, j'allais dire, des yaourts qui viennent de périmés et qu'on est capable d'aller, comme un presse-purée, libérer ces yaourts de leurs emballages et récupérer les yaourts, c'est un très bon matériel pour méthaniser. Donc il est évident que lorsqu'une collectivité comme la nôtre fait cette démarche, elle ne va pas passer à côté de ce type de problématique. Elle pourrait, mais ce ne serait pas raisonnable. Donc nous avons également, évidemment, prévu la possibilité de capter la fraction, si vous voulez, la plus noble de ces déchets-là. Après, ce qu'on appelle le déconditionnement. Absolument. Donc, voilà. C'est le tri entre l'emballage et la matière fermentescible que vous si vous voulez, voilà la problématique dans laquelle nous sommes, j'allais dire, quelque part, nous avons marché, parce qu'on a pris quand même un certain temps à mettre ça en route. Alors concrètement, vous avez quel type d'installation aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous avons une installation de méthanisation
pointu aussi au niveau dès la collecte, puisque nous avons 3 sacs de couleurs différentes. Le sac orange, c'est l'équivalent éco-emballage classique, sac transparent ou barquette. Nous le séparons évidemment à la source, mais chez le citoyen, il y a un bac, en individuel comme en collectif. Les 3 types de sacs de couleurs différentes sont triés et envoyés en fonction de la couleur sur les différents espaces de traitement. Et évidemment, ce qui nous intéresse ici, c'est le sac vert. D'ailleurs, c'est la fraction biofermentée cible. Eh bien, les sacs sont évidemment ouverts et l'ensemble de la biomasse est préparé de façon à ce qu'elle soit à qualité permanente. Et c'est le cas, en fait, dans pratiquement toutes les structures de déchets ménagers au niveau des villes en France sont à peu près comparables. Donc on a et c'est vrai en Europe. Donc on a une bonne qualité, c'est notre choix. Nous avons cherché la quantité, c'est-à-dire d'aller chercher à la source tout de suite cette fraction, parce que si vous faites 10 mètres ou 15 mètres, vous perdez une grosse partie de la ressource. Le citoyen, il est prêt à faire 1 mètre. Je ne suis pas sûr qu'il est prêt à faire 15 ou 20 mètres pour aller porter le biodéchet à un endroit plus difficile d'accès. Donc notre choix était celui-là. Et aujourd'hui, avec le recul, on a sur les 385 000 habitants, on a aujourd'hui déjà 340 000 à peu près qui sont passés au système, donc on a un recul suffisant. Le digesteur, on a 3 digesteurs de 1500 m3 qui fonctionnent depuis maintenant presque plus d'1 an et demi, avec l'ensemble des paramètres que nous attendons, qui sont aussi au rendez-vous. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour la filière. Alors ce qui nous a évidemment beaucoup intéressés, c'est de faire en sorte qu'au moment même où l'injection dans le réseau était à la suite du 2e Grenelle tout à fait réel, nous avons eu le temps de basculer en quelque sorte notre projet vers cette injection. Nous avions prévu au départ, pour illustrer l'économie circulaire, d'utiliser une partie de notre biogaz pour faire du biométhane. On l'aurait utilisé à titre interne. Voilà, mais vous avez été dans les temps pour justement on a été dans les temps pour réorienter le projet. Et ça permet justement aujourd'hui, si vous venez visiter un jour nos installations, de voir l'ensemble d'une filière circulaire entièrement visitable. Et je crois que c'est un atout intéressant aussi pour voir la qualité de ce que l'on peut sortir, qualité au niveau des différents produits qui sont valorisables. C'est bien sûr le gaz, biométhane lorsqu'on le réinjecte. C'est le cas depuis quand même maintenant quelques semaines, puisque nous attendions le décret. Et ensuite, il y a un certain délai, évidemment. Donc c'est le cas depuis mai dernier, vous disiez tout à l'heure. 17 mai, l'heure, je ne la connais plus. Mais c'est déjà pas mal. Enfin, c'est une belle étape quand même. C'est une très belle étape importante dans votre projet, bien sûr. Et alors, il y a les autres fractions. La fraction cogénération, tout le monde sait ce que c'est, donc je n'ai pas besoin d'insister. Donc, nous produisons à peu près 10 000 mégawattheures par an d'électricité. Et la fraction thermique, donc à peu près 12 000, nous l'utilisons aussi bien évidemment pour chauffer l'ensemble de notre installation. Et notamment, nous sommes en thermophile à 55 degrés sur l'ensemble de la biomasse, donc il faut maintenir cette température, ou plutôt la monter et puis la maintenir. Et puis, nous utilisons une autre partie, évidemment, pour sécher le digestat. Voilà. Et le digestat, c'est ce que j'allais vous demander juste pour l'instant, c'est une question qui est encore ouverte dans notre pays, c'est-à-dire que la discussion au niveau européen se passe actuellement, ça a été évoqué tout à l'heure. Donc il y a aujourd'hui une discussion évidemment sur la qualité des digestats et leur qualification. Voilà. Je voudrais profiter de votre témoignage, M. Cernweiss, pour signaler à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui au colloque, puisque ceux qui étaient présents parmi nous connaissent ce mode d'emploi du colloque, c'est-à-dire que nous allons nous tourner vers la salle tout à l'heure pour vous poser des questions. Donc je ne doute pas qu'il y aura peut-être des questions à votre attention. Mais justement, pour cette première partie, est-ce que vous voudriez bien nous donner quelques informations sur les devenirs de vos digestats et sur votre planification en la matière? Et puis après, on pourra revenir peut-être plus globalement sur justement les freins, les limites que chacun peut entrevoir dans cette filière. Et nous nous tournerons enfin vers la salle pour vous poser des questions plus directement et peut-être parfois plus pertinentes. Alors nous avons une situation assez particulière chez nous. Nous sommes dans un district transfrontalier.
Nous avons des accords avec nos voisins au niveau de la coopération entre collectivités territoriales sur la base d'un arrêté récent de la Cour européenne de justice, ce qui nous a permis administrativement de cadrer cette coopération. Nous avons demandé évidemment pour nos liquides, pour nos effluents, aujourd'hui, c'est un statut tout à fait classique chez nous, c'est la même chose que les bouts de station d'épuration, donc un plan d'épandage que nous avons mis en route. Mais nous espérons évidemment, et c'est un appel un peu que je lance, c'est que nos voisins ont pour ces jus, rappelons ça les jus, une qualification différente, c'est-à-dire que c'est considéré comme un engrais, même si la forme administrative n'est pas totalement superposable aujourd'hui entre ce qui se passe en France et ce qui se passe dans d'autres pays européens. Mais actuellement, c'est justement ce qui est en train de se jouer au niveau européen, c'est la définition justement d'une caractéristique suffisamment précise pour permettre de donner à ces effluents, notamment chez nous, un caractère d'engrais. En Allemagne, actuellement, les engrais, quand ils sont séchés, ont déjà une qualification spécifiques et sont utilisés comme tels. Nous mettons en route en ce moment notre sécheur pour passer disons d'un jus qui est aujourd'hui à peu près à 15% de matière sèche à un granulé. Et ce granulé a aujourd'hui... C'est une déshydratation. C'est une déshydratation mais où nous utilisons en fait la chaleur résiduelle de la cogénération. Merci Monsieur Sternweiss. Je vous indiquais que nous allions passer une autre partie, mais je voudrais préciser que vous nous avez amené quelques images. Donc je vous propose de découvrir ensemble le petit film que vous nous avez amené, qui sera l'occasion de nous transporter un petit peu sur le terrain, de faire une sorte de respiration dans cette table ronde. Merci. Chaque jour, Gaëtan fait la tournée des professionnels, ceux qui produisent beaucoup de biodéchets. Il parcourt des dizaines de kilomètres au volant de son camion et vient déverser ses biodéchets ici, à Métavalor, l'unité de valorisation du SIDEM. Le travail quotidien de Gaëtan est une parfaite illustration du modèle d'économie circulaire développé par le SIDEM. Une économie à laquelle participe activement Virginie en épluchant ses carottes et en suivant à la lettre la recette du SIDEM pour transformer ses épluchures en or vert. Mettez tout d'abord vos épluchures à la poubelle, dans le sac vert, qui sera collecté en même temps que les autres sacs et qui sera orienté automatiquement vers sa filière de valorisation par le procédé multiflux. Laissez fermenter vos biodéchets de manière naturelle en un temps record par des micro-organismes au sein d'immenses digesteurs. Vous obtenez du compost et du biogaz. Transformez une partie du biogaz par cogénération en chaleur et électricité. Réservez une autre partie pour la transformer en biométhane. Et pour être sûr de réussir cette dernière étape, combinez sur un même site les technologies les plus innovantes, tellement innovantes qu'elles constituent à chaque fois une première. C'est même une double première. C'est une première unité de méthanisation de biodéchets issue d'une collecte multiflux, c'est-à-dire ce tri à la source dans les ménages de ces 3 fractions. Et c'est la première fois qu'une double valorisation du biogaz est réalisée sur un même site. 5 500 000 mètres cubes de biogaz seront produits ici chaque année, dont 30% destinés à devenir biométhane. Pour ce faire, le biogaz qui sort du digesteur doit être épuré. L'installation tient dans ce conteneur développé par Air Liquide Advanced Technology et la technologie utilisée est une première en France. Le biogaz est composé à 40% de CO2 et 60% de méthane. Ce méthane que nous voulons le plus pur possible. Pour ce faire, le SIDEM a choisi la technologie d'épuration par membrane développée par Air Liquide Advanced Technology. C'est une technologie à haut rendement et fiable. Cette fiabilité va nous permettre des coûts de maintenance réduits. Tout beau, tout propre pour le biogaz, une nouvelle vie commence. Désormais, appelez-le biométhane. Sa nouvelle vie, c'est avec le gaz naturel qu'il va la passer, puisqu'ils sont miscibles à 100% et que leur mariage est désormais possible. GRDF réalise avec le SIDEM ici une autre première en injectant du biométhane dans son réseau. Il s'agit de la première installation d'injection de biométhane pour GRDF. Elle va en fait servir de modèle pour les 350 projets à venir. Preuve s'il en est que la filière biométhane répond à un véritable besoin. Donc GRDF apporte son expertise technique et accompagne l'ensemble des acteurs de la filière biométhane. Injecter du biométhane, c'est injecter une énergie verte
et aussi permettre une optimisation des réseaux de distribution de gaz naturel qui sont la propriété des collectivités territoriales. Nos épluchures de carottes vont ainsi contribuer à alimenter nos gazinières, nos chaudières ou nous permettre de rouler avec un biocarburant. Encore faut-il pouvoir aller à la pompe, mais aucune des 291 communes adhérentes au SIDEM n'en possédait une. Celle que GNVR vient d'installer est tout simplement la première station publique GNV biométhane ouverte à tous les usagers. Ça fait plus de 15 ans que nous distribuons et nous proposons des solutions GNV donc aux collectivités locales et aux entreprises. Le GNV est un carburant donc bien connu, simple, c'est du gaz de ville qui est comprimé à 200 bars. C'est un carburant qui est peu polluant puisqu'il n'émet pas de particules contrairement au gasoil, des particules fines donc, qui ont été classées cancérigènes par l'OMS. Aujourd'hui, sur Morsbach, on va distribuer un nouveau carburant qui est le biométhane carburant. C'est la forme renouvelable et décarbonée du GNV. Renouvelable parce qu'il est produit à partir de déchets, donc une ressource fatale qui est produite régulièrement. Et décarboné tout simplement parce qu'il a un bilan en carbone qui est nul, donc pas d'impact sur les gaz à effet de serre. Succès immédiat. La Régie de transport local vient de s'équiper dans un premier temps de 6 véhicules roulants au GNV parce qu'elle peut les alimenter sur place. Et tous ces investissements futurs iront dans le même sens. Pour le SIDEM, c'est tout son parc qui vient d'être renouvelé. 34 premiers véhicules ont été livrés et Iveco a réalisé là aussi une première. Alors nous avons été donc Iveco le seul constructeur à pouvoir répondre à la globalité de cette demande du SIDEM en renouvelant des véhicules allant du véhicule de service jusqu'au véhicule 44 tonnes, des véhicules qui peuvent transporter jusqu'à 29 tonnes de charge utile sur une autonomie d'environ 700 km. Les premiers à ressentir un vrai changement sont les premiers utilisateurs de cette flotte. Pour nous qui travaillons tous les jours, on a beaucoup d'avantages avec ces nouveaux camions à gaz. Le premier, c'est lors de la conduite, une conduite beaucoup plus souple, beaucoup moins de vibrations dans la cabine, beaucoup moins de bruit. Le second, c'est lors du plein du véhicule, on ne se salit plus, on peut travailler à main nue. Et le troisième, qui est non négligeable pour moi, parce que c'est ma santé, c'est lors des manutentions, déchargement ou chargement, on ne respire plus les gaz d'échappement. Quand il fait le plein de son camion en fin de journée, Gaëtan boucle un cercle et en ouvre un autre. Les épluchures de carottes qu'il a collectées sont devenues son carburant, qui lui permet d'aller collecter d'autres épluchures, celle de Virginie par exemple, chez qui tout a commencé. Le micro est... Voilà. Le son revient, je disais, la boucle est bouclée. Merci pour ces images, ce film, Monsieur Cernweiss. Alors, on voit effectivement un festival de grandes premières là, que vous nous avez proposé à travers votre projet. Merci pour ces images en illustration. Madame Foulonneau, je rappelle que votre titre, c'est Délégué stratégie régulation. Alors, j'imagine, comme dans toute stratégie, vous devez aussi appréhender, anticiper un certain nombre d'obstacles éventuels. Alors, nous voyons ici une réussite, une cascade de réussite, puisque tout est dans une grande cohérence. Comment est-ce que vous vous inscrivez dans votre action prospective? Comment voyez-vous l'avenir, le développement futur de ces projets? Quels sont les obstacles auxquels vous devrez prêter attention dans le contexte actuel, le contexte réglementaire, le contexte financier? Il y a aussi les problèmes de financement, j'imagine, à un moment ou à un autre. Alors nous, on est très optimistes. On est très optimistes parce qu'on voit les projets démarrer même plus vite qu'on ne le pensait. Très honnêtement, 14 projets l'année prochaine, on ne pensait pas pouvoir signer 14 contrats d'injection l'année prochaine. On a déjà signé donc 4. Donc ça démarre très vite. On est vraiment optimiste. On a essayé d'étudier, pas seul, avec des ministères, avec l'ADEME aussi, quels pourraient être les potentiels de biométhane deuxième génération, donc issus de gasification de la biomasse, troisième génération, issus des algues, voir si on pouvait continuer un petit peu cette tendance et demain essayer d'avoir plus de carburant vert finalement. Et donc on arrive à des potentiels techniques tout à fait significatifs. Comme le disait Caroline, on a 210 TWh PCS de biomasse première génération, donc de biométhane première génération, de biogaz première génération. On a ensuite près de 180 TWh issus de la gasification de la biomasse, beaucoup moins des microalgues, on est plutôt à 15-20 TWh, mais si on additionne et même si on rajoute un peu d'hydrogène, on peut arriver quasiment à la consommation de la France actuelle, quoi, hein. Donc le potentiel technique est très loin, et même si tout ne se fera pas,
on voit qu'on a vraiment un gros potentiel. Et on a, nous, produit un scénario dans le cadre du débat, un scénario facteur 4, qui montre qu'on peut atteindre le facteur 4 avec 73% de biométhane dans les réseaux. Et donc avec beaucoup de carburant, avec 45% de carburant. Alors on n'est pas complètement délirant, il y a d'autres scénarios qui le prouvent. L'ADEME lui-même est plutôt de l'ordre de 50% de biométhane dans les réseaux à l'horizon 2050, dans son scénario. Il y a des scénarios comme Ancre, comme Négawatt qui sont... Donc on voit que le biométhane peut faire partie du mix énergétique de demain. C'est une technologie, première génération qui est mature. La gasification de la biomasse, on en est encore au pilote. Il y a un pilote à Saint-Fons qui va, donc le projet Gaïa, qui va permettre de voir la faisabilité. On atteint des bons rendements. On espère atteindre des rendements de l'ordre de 60% pour produire à partir de biomasse sèche donc du gaz qui peut servir lui aussi de carburant. Donc on a un vrai potentiel. Donc on y croit. Alors après les freins, vous me posez la question des freins. J'ai envie de dire, bon déjà les freins on essaie de les lever ensemble. Déjà on copilote avec l'ADEME un groupe de travail de concertation de la filière et depuis déjà 3 ans. Et donc on se concerte avec les ministères, avec la FNCCR, avec le syndicat des énergies renouvelables, avec les producteurs, les fabricants d'épurateurs, avec les opérateurs de réseau pour lever tous les freins à la filière. Donc ça c'est déjà vraiment très intéressant. On travaille ensemble sur comment on va gérer les files d'attente, sur les contrats type d'injection, là on travaille en ce moment sur le contenu en CO2, on travaille sur notre feuille de route, on travaille sur la normalisation européenne. Voilà, on travaille énormément et tous ensemble. C'est très très collectif. On est très groupés. En tout cas, sans comparer ce que vous êtes en train de citer comme à des freins, en tout cas c'est multifactoriel. Il y a énormément de composantes à prendre en compte. Oui, ce que vous dites. Mais moi je ne sais pas si je peux appeler ça encore des freins. Pour l'instant, on construit. Justement. On construit. Voilà. Donc on les construit ensemble. On écrit ensemble des documents qu'on publie sur un site qu'on a appelé www.injection biométhane, sur laquelle il y a les logos de tous les participants. Et on travaille, le ministère, la DGEC aussi bien côté climat d'ailleurs que côté énergie, on fait partie. Voilà, on est très l'ADEME, bien sûr, le pilote. Voilà. Donc ça, on essaie de les lever au fur et à mesure. Je dirais, on travaille déjà dans les files d'attente. On n'a pas encore de problème de files d'attente. On travaille. Est-ce que le rebours est possible ? Enfin, on a plein de chantiers. Et moi, pour l'instant, j'appelle pas ça des freins. Pour l'instant, on les découvre. Alors, si moi je subodore, mais peut-être Caroline pourrait mieux en parler que moi, qu'il y aura un frein, mais je dirais les énergies renouvelables, c'est un peu tous, c'est l'acceptabilité. Je pense que déjà, on le voit pour les éoliennes, c'est des fois difficile l'acceptabilité. Franchement, des projets de méthanisation ne seront pas facilement acceptables. Les gens c'est une énergie très vertueuse, on l'a dit et on peut le répéter. Maintenant, avoir une usine de méthanisation dans son village, tout le monde dirait non, c'est mieux dans le village d'à côté, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est peut-être pour moi aujourd'hui le principal frein. Et celui sur lequel, alors Caroline pourra répondre, ils ont mis en place plein de choses. J'ai proposé de lui demander tout de suite après votre intervention. Voilà. Je vous laisse terminer, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est peut-être le principal frein. Les autres, ceux qui sont techniques, c'est à nous de la construire. Et je pense que dans cet esprit de concertation, alors c'est pas facile, on discute, etc. Tout dans cet esprit de concertation, on espère pouvoir lever tous les freins techniques, quoi. Merci Madame Foulonneau. Alors Caroline Marchais, vous avez été citée à plusieurs reprises par Madame Foulonneau. Effectivement, vous avez une certaine légitimité en tant que déléguée générale du club biogaz. Nous avons deviné la complexité que peuvent prendre les projets. Donc nous vous écoutons sur justement la manière de les piloter dans le futur, la façon dont les choses avancent. Oui, alors effectivement, on doit se battre un peu sur tous les fronts dans la filière biogaz, donc c'est ce qui en fait le jeu quotidien. Et le piquant aussi. Le piquant, voilà, on s'amuse bien. On est effectivement dans un esprit de concertation et de co-construction, en particulier sur la filière injection. Donc je remercie GRDF pour leur implication et tous les efforts qu'ils font pour que cette filière arrive à se lancer. Je le dis devant tout le monde, il y a beaucoup plus de bonne volonté côté injection dans le réseau de gaz, que ce soit avec GRDF et les autres opérateurs de réseau, que côté électricité. Voilà. Donc, faut dire que c'est le seul gaz renouvelable. Côté électricité, ils en ont plein. Donc nous, on arrive, on est les dernières roues du carrosse et
c'est vrai que 230 mégawatts électriques raccordés, c'est quand même pas grand-chose. Pour l'instant. Pour l'instant. On a quand même des objectifs de 500 et quelques mégawatts électriques en 2020. J'espère, comme dit Monsieur Michel, qu'on va les atteindre. J'ai quand même une question par rapport au plan EMA. Quelle est la taille des 1000 méthaniseurs qui sont annoncés ? Parce qu'il faut faire la règle de 3 entre la puissance installée, 1000 méthaniseurs, et l'objectif de 600 mégawatts en 2020, sans compter la chaleur et l'injection. Voilà, donc nous, ce qu'on soutient, c'est pas une taille en particulier, c'est que tous les projets qui sont pertinents, parce qu'on ne va pas soutenir n'importe quoi non plus, mais que tous les projets qui sont pertinents, qui sont bien ficelés, aient l'opportunité de se monter. Moi, je vois plein de gens, enfin, je suis un peu au carrefour et j'ai l'occasion de rencontrer plein de gens et tout le monde me dit, en gros, mon modèle, il est super bien, voire c'est le meilleur. Il n'y a pas de meilleur modèle. Il y en a pour qui le projet à la ferme individuelle va être très bien, l'autre le petit collectif, le gros collectif, les projets entre des groupements d'agriculteurs, des industriels purs, les ordures ménagères, parce que je crois que le projet du CIDEM est aussi un exemple qui en plus fait pas mal d'émules. Donc tous ces projets-là doivent être soutenus, ont une pertinence du moment qu'ils sont bien construits et que l'énergie est bien utilisée. Et pour l'acceptabilité, ce qui est important, c'est que les projets restent en lien avec les territoires. Alors moi, ça fait 4 ans que je suis là et depuis 2-3 ans, je bataille pour dire communiquez sur vos projets, faites attention à l'acceptabilité, histoire qu'on ne se retrouve pas dans les mêmes blocages que pour l'éolien. Donc on m'a quand même gentiment rayonné au début. Et puis maintenant, il y a des associations qui se montent de partout, des opposants, pourquoi, on ne comprend pas. Bon. Donc nous, on a fait des outils, on a créé un guide de bonnes pratiques. On espère qu'il est utilisé, mais je ne suis pas sûre, parce que quand je vois le nombre de blocages, ou alors il n'y a pas ce qu'il faut dedans, ce qui est possible aussi, mais il faut nous le dire pour qu'on l'améliore. Pourquoi il n'est pas suffisamment convaincant à ce stade, c'est ça l'idée? En fait, posez la question en tout cas. On a sous-estimé cet aspect-là, cet aspect de l'acceptabilité et de la communication, de l'intégration dans un territoire et de la co-construction avec le territoire. Et les projets qui coincent aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce qui vous est opposé par les associations en question? Les associations ont tous les arguments. C'est du NIMBY, donc oui, la méthanisation, oui, mais pas ici. Ça pue, ça explose, c'est dangereux. Les déchets, les rats, les odeurs, je sais pas quoi. Tout est possible. C'est moche. Bon. Après, on voit des projets qui se montent, une fois que c'est là, en fait, les gens se rendent compte que c'était que ça, voilà. Donc là-dessus, organiser des visites d'autres sites similaires, c'est quand même une bonne idée. En général, ça adoucit un peu les discussions parce qu'on se rend compte que finalement, c'est pas si énorme. Mais il faut qu'il y ait une communication honnête, transparente. Ce qui, je pense, n'est pas toujours fait de manière optimale. Voilà. Nous, on a fait une formation là-dessus. Malheureusement, on n'arrive pas à attirer du monde encore sur ces gens-là, sur ce sujet-là. Et les gens viennent a posteriori, une fois que le projet est bloqué. Et quand c'est bloqué, c'est fichu. Vous pouvez abandonner complètement. Oui, j'ai vu que M. Steenweiss faisait signe pour intervenir. Je vous laisse juste compléter sur ce point. Oui. Et puis, si vous permettez, M. Steenweiss, juste après l'intervention, je repasserai la parole à Mme Marché. Oui. Et puis également à M. Michel, puisque vous lui avez posé une question directe. On va demander à M. Michel si vous avez une réponse. C'était sur l'acceptabilité. C'est très important. C'est-à-dire que la démarche, justement, que nous avions faite, et on nous a souvent demandé comment on avait réussi, parce que c'est quand même une question importante. On parle beaucoup, au premier Grenelle, on parle de la nouvelle gouvernance, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales ne peuvent plus, et ça je le dis très clairement en tant que... Je ne parle pas de mon passé, c'est pas nécessaire. Je veux dire simplement que nous avions, nous, les élus, un peu l'habitude de travailler avec les services techniques et nous-mêmes. Je pense que c'était une erreur. Lorsqu'on a un projet comme celui-là, il faut commencer par associer à la démarche l'ensemble du monde associatif qui représente autant la défense de la nature que du consommateur. Et
quasiment associé dès le départ, j'allais dire, l'ensemble de ces personnes qui sont en plus très riches d'informations, ce qui évite la création ad hoc d'associations de défense ad hoc parce qu'on est opposé à quelque chose qu'on ne connaît pas. Le premier problème chez nous, par exemple, c'était les odeurs. Lorsque nous avons parcouru l'Europe pour montrer ce qui marchait et ce qui ne marchait pas, ça c'est la chose nouvelle que je conseille à tout le monde, il faut montrer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il y a des endroits où ça sent très mauvais et des endroits où ça ne sent pas. Très, très, très peu. Donc, il faut expliquer pourquoi. C'est une manière assez pédagogique de montrer que les solutions existent. C'est simplement la réalité. Ouais. C'est-à-dire que si vous montrez que des choses qui marchent, les gens doutent, ils disent il y a quand même des gens qui râlent, des gens qui se sentent mauvais, etc. Donc, il faut être le plus près possible de la réalité et expliquer pourquoi. Ça crédibilise d'autant votre Nous, notre démarche a été celle-là. On sait parfaitement bien pourquoi ça ne marche pas dans certains cas. On a fait ce qu'il faut pour que ça marche et on peut expliquer pourquoi et les gens qui viennent visiter se rendent compte. Et puis le problème est beaucoup plus facile à régler ensuite lorsque l'ensemble des associations qui, si elles ne sont pas consultées, vont forcément plutôt être négatives. Si elles sont associées au projet, elles sont associées à un projet global qui est mobilisateur pour toute une région, pour un territoire, et à ce moment-là, ça passe mieux. Merci, M. Sienwijk. Vous vouliez ajouter quelque chose, Mme Marchais ? Oui, effectivement. Et je crois que le projet du CIDEM est en plus particulièrement intéressant parce que les bénéfices pour le territoire sont visibles immédiatement à travers la production du carburant en particulier, parce que quand on voit les camions qui passent, qui disent je roule avec vos déchets, c'est très parlant pour les habitants du territoire. Donc forcément, ils vont mieux accepter le projet. Et bon, nous, on fait en ce moment, on travaille beaucoup sur la promotion du bio-GNV, n'est-ce pas, monsieur Michel, à qui j'ai passé une note la semaine dernière sur le soutien de la filière bio-GNV. Vous avez beaucoup d'échanges en ce moment, on a bien fait de vous inviter. Voilà. Et donc, cette filière-là est particulièrement intéressante parce que, voilà, en communication, on peut dire sur le territoire, on produit le carburant qui va être utilisé localement et qui, en plus, améliore la qualité de l'air. Donc, après, les autres valorisations peuvent tout à fait être valables aussi, hein, mais celle-là est particulièrement visible. Donc, c'est un outil à ne pas négliger. Si vous permettez, en termes d'arguments, je me permets de souligner, de relever quelque chose qu'a une comparaison qu'a faite M. Sienwijk tout à l'heure en parlant de pédagogie entre les termes qu'on utilise entre spécialistes et ceux qu'on utilise pour le grand public. C'est aussi une bonne suggestion de votre part que, par exemple, parfois de faire des conversions, par exemple, comme vous l'avez proposé tout à l'heure, convertir en litres de gasoil. C'est vrai que ça parle d'autant plus qu'on peut comparer effectivement d'un véhicule à l'autre, ce que ça signifie, ce que ça remplace, etc. Enfin, je ferme la parenthèse, mais en termes de communication, puisque vous insistez là-dessus, ça fait partie de l'arsenal qui peut être tout à fait important dans la suite des projets. Nous, ce qu'on donne comme chiffre, c'est que si on utilise tout le gisement en France, on peut alimenter un tiers du parc automobile actuel. Donc je ne vous raconte pas quand on aura des véhicules à 2 litres au 100 ou à 2 kilos. Il y a encore des marges de voilà, donc, et on peut alimenter au moins assez facilement l'ensemble des véhicules de collectivité. Donc ça, c'est tout à fait faisable et c'est des chiffres qui parlent. Voilà. Tout à fait. Après, autre frein à la filière, évidemment, c'est tout ce qui est procédure et coût. Les deux sont liés parce que plus les procédures sont lourdes, plus les projets coûtent cher. Quand on voit le temps de montage des projets en France, donc ça mobilise des ingénieurs. Bon, c'est peut-être bien pour l'emploi, mais c'est moins rentable pour les projets, donc il y en a moins qui se montent. Donc ces simplifications administratives qui sont annoncées dans le plan EMA, on les attend impatiemment. On essaye de faire des propositions assez vite pour répondre dans les délais, mais c'est pas toujours évident. Puis il faut proposer des choses cohérentes et applicables à tous. Donc on espère vraiment que ces simplifications vont venir et on est en train de finir une étude sur la rentabilité des installations de méthanisation dont on a présenté les résultats lors de notre conférence fin mai sur le financement. Et dans cette étude, on montre que d'une part, il n'y a pas tant que ça d'effet d'échelle entre petits et gros projets. Donc il faut aussi soutenir les projets collectifs. Et c'est pour ça qu'on demande que la prime d'effluent d'élevage s'applique à tous de manière égale. Et
qu'il faut soit augmenter les tarifs, on connaît les difficultés pour ce genre de choses, les contraintes sur la CSPE, etc. Donc alléger les contraintes, ou par exemple passer le contrat de 15 à 20 ans, comme c'est le cas pour d'autres filières. Donc ça fait partie des facteurs de sensibilité qui permettraient d'améliorer la rentabilité des projets sans complètement faire exploser la CSPE, ce dont le biogaz n'est pas responsable jusqu'à présent. Donc merci de ne pas le pénaliser pour ce qu'il n'a pas fait. Voilà. Merci Madame Marchais. Alors, soyons optimistes, plutôt que de parler de freins, comme mais je semblais le dire. On progresse. Voilà, on va plutôt considérer que tout ce que vous venez de décrire sont autant de facteurs clés de succès pour la suite. Alors, Monsieur Michel, effectivement, vous avez été interrogé directement. Alors, je vous demande juste un ou deux éléments de réponse rapide sur les points qui viennent d'être soulevés, de manière très synthétique, si vous le voulez bien, parce que je voudrais absolument m'assurer que nous conservions suffisamment de temps pour échanger avec la salle. Il y a certainement des questions à votre attention, parce que tout de suite après, il me restera une question pour Monsieur Couturier, une question pour Monsieur Touchet, et je me tournerai vers la salle. Oui, il y avait une première question qui rebondit sur ce qui a été dit à la fin, sur la taille moyenne des 1000 installations à la ferme. Bon. Et je crois que dans la politique du gouvernement, il n'y a effectivement pas d'ostracisme sur les tailles et les natures de projets. Il y a le souhait, par contre, qu'ils soient bien construits, bien accompagnés. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans les données qui sont partielles encore, parce qu'il faut ou en cours de consolidation parce que le nombre de projets augmente, c'est évidemment les installations à la ferme sont en moyenne plus petites. Moi j'ai des chiffres ADEME que tout le monde doit avoir qui sont une puissance installée de 112 kW en électrique, mais il y en a un peu plus petits et ça va jusqu'à 700, 1000 voire 1,5 MW. Mais là ça commence à être des méthaniseurs à la ferme, de grosses fermes avec des gros apports. Évidemment quand on est sur des installations plus autour de gros producteurs de déchets ou de déchets ménagers, on tourne là en moyenne à 1,5, 2. Après, comme il y en a assez peu des grosses, c'est pas évident. Alors, mais je crois que juste dire, on a un objectif qui a été fixé il y a quelques années de 125 MW électriques. On a le plan EMA qui pense qu'on peut atteindre d'ici 2020 1000 méthaniseurs agricoles et au total on pense à 1500 méthaniseurs. Il y a les déchets ménagers, il y a les déchets industriels, style agroalimentaire, il y a les bouts de steppe. Bon, il ne faut pas en déduire que 625 divisé par 1500, ça va faire 400 kW. Et probablement que quand on regarde les éléments, on sera plutôt au-dessus de ces 625 MW. Et ça serait une bonne chose. Ça veut dire que les projets se seraient montés dans les diverses filières. Et donc, pas d'ostracisme sur l'État. Il y a un souhait qu'il soit effectivement quand même techniquement et économiquement maîtrisé par leurs acteurs. On se fait parfois des trop gros projets, c'est pas non plus la bonne solution. Faut pas, je suis d'accord quand on parle d'une proximité maîtrisée, on ne va pas transporter des déchets pour le plaisir, pour ensuite faire une cogénération là où on ne peut même pas injecter dans le réseau de biogaz, de gaz. Le gaz n'est pas partout encore, parfois. Il ne sera jamais partout d'ailleurs. Sans anticiper. Donc voilà, et donc il faut que sûrement une question d'adaptation des tailles au territoire, une articulation à faire chemin faisant avec les plans de gestion des déchets ménagers, prendre en compte des éléments qui ont été un peu nouveaux, que les gros producteurs de déchets doivent rentrer dans le jeu, qu'ils ont à la fois un intérêt à regarder collectivement s'il n'y a pas des gens avec qui ils peuvent travailler et aussi peuvent avoir le souhait de travailler en eux-mêmes. Ce que je voulais juste dire, c'est juste sans anticiper sur la table ronde qui suivra, mais nous aurons l'occasion d'échanger avec d'autres acteurs de la méthanisation qui pourront justement témoigner de différents projets de tailles différentes, notamment à travers les actions collectives. Et je pense que ce sera très intéressant d'aller un peu plus loin avec eux là-dessus. Je vous laisse continuer, Monsieur Michel. Alors, bon, sur les mécanismes de soutien, autant je peux reconnaître que la filière biogaz aujourd'hui ne représente pas un énorme pourcentage de la CSPE, autant, comme il a été dit, on a globalement, soit par les mécanismes de soutien budgétaire des ministères ou de l'ADEME, des collectivités locales et du tarif et des tarifs de rachat, la nécessité d'avoir quelque chose qui permette de développer les projets et en même temps d'être maîtrisé. Parce que la situation globale, que ce soit crédit budgétaire ou CSPE, n'est pas très simple, tout le monde le sait. On a eu des augmentations de tarifs et des extensions comme la double valorisation.
Il n'est pas exclu, pour rester euphémique, que certains de nos dispositifs aient quelques incohérences de ci, de là. Je voudrais juste dire que la résolution des incohérences n'est pas de s'aligner sur le tarif le plus haut. Et si je propose qu'on l'aligne sur le tarif le plus bas pour être cohérent, ça ne va pas non plus. Donc c'est on l'a, on pourrait parler de la cogénération biomasse à partir de bois. Il a été dit par Alain Marchal, le piquant de ces sujets des ENR, c'est la construction un peu par strates, mais en même temps, c'est des strates qui durent depuis même pas 10 ans, plutôt 5 ans, qui font qu'on a encore des incohérences. Donc, qu'on y réfléchisse, oui, il ne faut pas croire qu'on a une baguette magique, ni à CSPE, ni à crédit budgétaire. Il y a une décision forte de nos ministres, par exemple, dans les budgets 2014, en cours de préparation, côté ADEME, que les priorités seront déchets et fonds chaleur. Donc, ça veut dire que entre autres, ces deux moyens de soutenir les ENR seront présents dans un contexte où on fera d'autres choix sur d'autres secteurs un peu douloureux. On a actuellement des discussions avec les collectivités locales, dont l'ARF et la DATAR, sur les prochaines générations de FEDER. Par exemple, le FEDER doit investir dans les technologies bas carbone et tant efficacité énergétique qu'ENR. Là aussi, il y a un moyen. Je voulais dire un peu sur les modes de soutien. Je voudrais peut-être juste 2 mots, la simplification. Vraiment 2 mots, si vous voulez. Donc, effectivement, les idées, ça serait de voir si on peut avoir une sorte de porte-entrée, guichet unique pour les procédures administratives, sachant aussi, on voit à l'intérieur, on a des collectivités locales qui échangent avec les services de l'État. Est-ce qu'on pourrait avoir aussi, non pas seulement les procédures administratives, mais un aspect un peu guichet unique sur le financement, ou plus globalement sur un peu un accompagnement aux porteurs de projets. Mais c'est un guichet unique multiforme, parce qu'il y a les chambres d'agriculture, par exemple, ont un rôle à y jouer, les collectivités, l'État, c'est le guichet unique multiple, quelque part, qu'il faut qu'on essaye d'organiser. Et après, un certain nombre d'autres sujets, plus là sur les procédures. Et puis, c'est un chantier qui n'est pas que gaz, effectivement, c'est le raccordement électrique, la foultitude de projets, leur localisation qui n'est pas toujours à proximité des grands réseaux, fait qu'on a du travail que fait ERDF sur les conditions de raccordement, les tarifs, le partage des coûts. Il y a un gros travail sur les schémas de régionaux de raccordement des énergies renouvelables qui va faire des propositions. Et après, ça vaut pour les raccordements, à mon avis, ça vaut pour tout, y compris pour l'acceptabilité. C'est assez nouveau d'entendre qu'il y a des problèmes d'acceptabilité, et on souhaiterait ne pas l'entendre, mais vu qu'ils existent, il faut l'entendre et les traiter. Tout ça relève beaucoup d'un art d'exécution et pas seulement de la pensée descendante, ni ascendante d'ailleurs, c'est la pensée qui doit être... Toute une politique de gouvernance et puis de gouvernance qui doit être bien imaginée, bien préparée. Et donc, il faut que localement, avec GRDF, avec ERDF, avec les chambres d'agriculture, les collectivités qui ont des projets, il y ait beaucoup d'échanges pour résoudre les questions. Merci, Monsieur Michel. Alors, comme promis, encore 2 interventions à ce stade avant de nous tourner vers la salle. Monsieur Couturier, Monsieur Cullerier, pardonnez-moi, j'ai écorché votre nom certainement déjà tout à l'heure. Je vous propose de réagir sur ce que vous venez d'entendre à travers le prisme de votre propre expérience, sur les différents points au choix dans ce que vous avez entendu, dans tout ce catalogue des facteurs clés de succès que nous venons d'évoquer, ceux qui vous paraissent essentiels. Bien, merci. Donc effectivement, je voulais renouveler le fait que nous, à travers Verdesis, on a vraiment confiance dans la capacité à développer. Et ce qu'on appelle de nos voeux, c'est de pouvoir développer plus vite. En l'occurrence, quand on entend que les projets effectivement mettent 4, 5, voire 6 ans à sortir, pour tous les acteurs, c'est long, voire très long. Pour ça, on pense qu'il y a vraiment moyen d'accélérer, notamment si tout simplement on regarde un petit peu à l'extérieur de nos frontières et on voit d'autres pays qui ont peut-être un peu anticipé par rapport à nous sur le développement de cette forme d'énergie renouvelable, où le corpus réglementaire est plus adapté, au lieu d'avoir des interlocuteurs fonctionnaires qui sont, on va dire, dans la peur de voir apparaître un problème, une pollution, qui font qu'ils sont
légitimement, mais constamment en train de poser des questions, de s'interroger, ah mais si là, il y a ça, peut-être le risque, ce qui fait que l'instruction des dossiers est très très longue, de disposer d'un certain nombre d'éléments partagés par tous, qui disent non, tel projet avec tel type de déchets est par nature non risqué et il y a de la traçabilité. Et à ce titre-là, on rentre dans un processus bien encadré qui permet d'instruire le dossier en 6 mois, 8 mois. Et voilà, ça permettrait quand même un certain nombre de dossiers d'avancer plus vite. Ne pas être confronté à la surenchère aussi administrative. Moi, j'ai connu un projet dans le sud-ouest. J'ai fait 15 ans dans un groupe qui qui exploitait des décharges et où effectivement, légitimement, on pouvait peut-être craindre que ce qui avait été apporté dans la décharge était extrêmement polluant. Donc il y avait des normes de rejet sur les effluents liquides très très sévères. J'ai trouvé sur un projet de méthanisation de fientes de poule les mêmes exigences en termes de traitement des effluents. Que je sache, on ne fait pas manger à nos gallinacés la même chose que ce qu'on met dans nos décharges. Et quoique, bon d'accord, c'était un élément que j'avais peut-être pas, mais bref, c'est juste pour illustrer le fait que à être trop prudent, on tue dans l'œuf beaucoup de projets d'un point de vue administratif. Ça c'est un point pour continuer dans l'expression des gallinacés. Deuxième aspect, c'est il y a aussi des expériences techniques dans d'autres pays qui, je pense, peuvent être importées en France. Si vous faites de l'injection, il est clair qu'il y a des problématiques que vont nous exposer les gens de GRDF, de capacité ou non-capacité d'un réseau de proximité à supporter un projet. Il est plus simple pour un projet de méthanisation de se raccorder à de la distribution locale. Si ce réseau de distribution locale ne peut pas supporter la quantité injectée, et notamment à certaines périodes de l'année creuses en consommation, on appelle de nos voeux que notre interlocuteur GRDF soit capable de nous proposer lui-même des solutions en disant voilà, vous en occupez pas, moi je sais faire, je vais utiliser mon réseau un peu différemment de ce que j'ai fait pendant les 30, 40, 50 dernières années, et je vais remonter, faire un rebours pour réinjecter vers un réseau de transport qui, lui, n'aura pas cette problématique de non-consommation à des moments clés de l'année qui peuvent affecter la rentabilité. Dernier point que je voulais évoquer, c'est le financement. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté dans ma première partie d'intervention sur le partenariat. Il ne faut pas négliger le fait qu'on va chercher les banquiers pour financer ces projets-là. Et les banquiers, un peu comme l'administration, ce ne sont pas des cow-boys. Ils sont extrêmement frileux. Ils aiment la sécurité, ce qui est aussi légitime. Ils prêtent, c'est eux qui donnent le maximum de l'investissement. Et donc, ils attendent à avoir de la visibilité sur le long terme. D'où des partenariats pour dire oui, les déchets, les effluents traités, vous les aurez en quantité et sur au moins 5, 10, avec voire 15 ans. Avec contractualisation à moyen long terme. Voilà, d'où la nécessité de travailler entre tous, entre le monde agricole, les coopératives, qui pourraient donc fédérer les agriculteurs pour dire il faut donner ce genre de garantie aux porteurs de projets. C'est donnant-donnant, là. Voilà, et c'est là où la coopération, au sens large, est nécessaire. Donc, c'est ces 3 points-là sur lesquels je voulais particulièrement merci insister. de les avoir rappelés à cette occasion et de manière très, très synthétique. Je vous en remercie. Madame Marchais. Un mini point de réponse sur la partie du rebours, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes là-dessus, donc je réponds peut-être à la place de Catherine, mais il y a beaucoup de fantasmes sur cette histoire du rebours. Ça ne marche pas à tous les coups. Quand vous voulez injecter sur un tuyau tout petit et que en fait, le rebours remonterait vers un tuyau petit, des fois, ça ne résout pas le problème. Donc, ou si le tuyau d'avant n'alimente que votre tuyau, en gros, la consommation, elle ne change pas. Donc, le rebours ne résout pas toujours les problèmes. Par contre, si vous faites du biométhane carburant, ça consomme plus sur la zone, donc vous pouvez injecter plus. Mais bon, voilà, à réfléchir. Une porte de sortie possible. Merci beaucoup, Madame Marchais, pour cet éclairage. Monsieur Touchet, comme promis, tout de suite après, nous nous tournons vers la salle. Oui, j'essaie de faire rapide. Je voudrais juste, pour vous lancer sur cette dernière partie, si vous le voulez bien, je ne voudrais pas enfoncer le clou, mais nous venons de parler de délai d'instruction des dossiers avec un certain nombre de contraintes. Alors, juste un petit éclairage personnel. J'ai eu la chance de visiter récemment des installations de méthanisation en Italie du Nord. On prend souvent l'exemple de l'Allemagne ou du Danemark. Et j'ai pu constater effectivement sur certaines installations des délais extrêmement
cours par rapport à ce qu'on vit ici sur le territoire français, où j'ai même vu une installation sur une exploitation agricole où il y avait eu moins d'1 an entre le dépôt du dossier et la production du premier mètre cube. Donc c'est absolument spectaculaire. Effectivement, ça m'a frappé. Alors, est-ce que vous avez un regard particulier par rapport à cet aspect? Je vous le disais encore une fois, il ne s'agit pas d'enfoncer le clou, mais de nous faire part de votre vision et de vos attentes par rapport à cela. Alors rapidement sur ce point, je pense que ce soit en Allemagne ou en Italie, quand on est parti sur des projets de méthanisation agricole où le système est plus simplifié et où on a un seul type d'intrant, c'est aussi une des problématiques qui facilite le traitement des dossiers. Quand on est à mixer des types d'intrants, ça c'est un premier facteur effectivement. Voilà, il y a aussi une complexité forcément qui s'organise derrière. Il n'empêche qu'il y a des éléments, on va dire, culturels ou structurels en France sur la méthanisation qu'il faut qu'on travaille, sur lequel les ministères nous annoncent des éléments qu'on partage de simplification et sur lequel je pense qu'on pourra rapidement avancer dans les dernières années. Dans les prochaines années. Moi, je voudrais noter deux choses de cette table ronde. Il y a l'aspect, c'est votre titre, les différents segments. Je pense que tout le monde a été d'accord pour dire que il y a différents types de méthanisation. Il ne faut surtout pas opposer les segments. Nous, c'est vrai pour les agriculteurs, il y a du S au XL. C'est vrai que nous, on parle plutôt du S parce que si on n'en parle pas, on a l'impression que personne s'y intéresse trop, alors qu'on pense que ça a du sens. Mais on voit très bien aussi l'intérêt de projets collectifs, coopératifs, de partenariats gagnant-gagnant avec les collectivités, avec des entreprises. Où on a du intérêt à se parler parce que c'est des mondes qui ne se connaissent pas et on sent bien que sur certains aspects, je fais la transition là-dessus, le retour au sol, on a encore des choses à se dire. L'économie circulaire, nous, on est pour. Enfin, les agriculteurs, vous savez, c'est de la paille, l'élevage et le retour du fumier au sol. Donc, on fait déjà de l'économie circulaire depuis de très nombreuses années. On pense que ça a du sens à l'échelle territoriale, évidemment. Mais voilà, je pense qu'il nous manque certains éléments. La présentation du CIDEM était vraiment très complète. Il m'a manqué la petite image du retour au sol du compost. Donc, j'espère que c'est dans un autre film. D'accord. Très bien. Ça sera le prochain film. Voilà. Moi, deux petits leviers pour... Enfin, pas deux petits, mais je m'arrêterai là-dessus. Vous nous dites au passage, très rapidement, que ces projets peuvent être l'occasion d'effectivement de fédérer des populations qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble autour de projets partagés. Donc c'est effectivement aussi un des avantages de la méthanisation que de mettre tout le monde autour de la table, y compris des acteurs qui pour l'instant s'observaient simplement. Oui, voilà, entre monde de l'énergie, monde du déchet et monde agricole. Tout à fait. On n'a pas la même manière de voir les choses et c'est intéressant justement de croiser ces échanges. Deux leviers, ça a été dit par mon voisin, et je pense que c'est tout à fait vrai. On a des retours aussi là d'applications administratives où on demande d'hygiéniser des lisiers pour passer en méthanisation. Ça coûte extrêmement cher, c'est compliqué. On ne va jamais arriver à développer la méthanisation agricole s'il faut que des effluents qui peuvent accéder au retour au sol, parce qu'ils passent dans la méthanisation, ils doivent être hygiénisés avant. Enfin, on va vraiment pas s'en sortir, quoi. Et là, j'interpelle tout de suite l'administration sur l'application de ces éléments. Monsieur Michel prend beaucoup de notes. Voilà, j'ai l'impression. C'est bon signe. Et le deuxième, donc, c'est sur voilà, on n'a pas tout à fait la même vision sur l'évolution des critères de rachat. Moi, ce que je note, c'est le premier élément parce que c'est une population importante, les éleveurs de porc, qui chauffent leurs bâtiments avec de l'électricité. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas utiliser la chaleur. Si, ils peuvent l'utiliser. La chaleur de la méthanisation en substitution du chauffage électrique, elle n'est pas comptée comme valorisation au tarif de rachat. C'est un élément, enfin voilà, on ne comprend pas là-dessus la possibilité qui est pas donnée dans la construction du tarif de rachat sur cet élément. Je m'arrête là et juste voudrais vraiment donner une note positive sur l'ambition qu'on a là-dessus. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment la structuration de filières avec de l'efficacité et de la coopération intelligente entre les acteurs économiques. On met par contre deux points où on sera vigilant. Voilà. C'est l'approvisionnement des unités. Il faudra avoir une vision claire pour qu'il n'y ait pas de désorganisation et qu'on crée des synergies plutôt que des concurrences. Ça peut arriver très vite sur des territoires. Et enfin, donc, on est indispensable pour le retour au sol. Et en étant indispensable, on a des exigences là-dessus qui sont légitimes parce que, tout simplement, pourquoi ? Parce que quand un sol est pollué, c'est très très compliqué de le dépolluer après. C'est quasiment irréversible. Voilà. D'accord. Donc, et on souhaite à ce titre être consulté sur ces points, c'est-à-dire comment va se faire l'approvisionnement des unités par les ressources agricoles et les critères de retour au sol par rapport aux agriculteurs. Merci Monsieur Touchet pour ce point d'orgue en quelque sorte et effectivement
une vision assez optimiste, nous l'avons compris. Je me tourne vers la salle comme prévu pour vous proposer de poser quelques questions. Alors, je vais vous inviter à lever la main pour pouvoir vous manifester. Et pour chaque intervention, voilà, madame qui a levé la main. J'ai aperçu monsieur aussi au fond de la salle ensuite. Madame également. Donc, voilà, vous êtes quelques-uns déjà, vous êtes manifestés. Je vous laisse juste vous présenter pour bien vous identifier et nous dire à qui vous adressez votre question. Juliette Talpin, agence What's New pour le journal des énergies renouvelables. C'est une question un peu collégiale. Par rapport au problème de l'acceptabilité, l'éolien utilise de plus en plus le fait de proposer aux citoyens qui habitent, locaux, d'entrer au capital et donc d'être associés le plus tôt possible au projet. Il semble que ce soit un petit peu les mêmes problématiques qui sont en train de se présenter pour la méthanisation. Donc, est-ce que vous avez connaissance d'exemples de projets de méthanisation qui partiraient avec ce type de schéma, et est-ce que ça peut être une solution peut-être pas généralisée, mais qui serait, disons, fréquente? Alors, fréquente, pas encore. Mais il y a effectivement des exemples. Bon, il faut dire qu'en France, on est quand même dans un modèle d'énergie hyper centralisé où personne ne se pose la question de d'où vient l'électricité quand j'allume la lumière. Donc c'est un peu différent dans les autres pays. J'espère que la transition énergétique crée quand même un début de mouvement qui fait que sur les territoires, les citoyens s'impliquent. Effectivement, c'est une solution pour favoriser l'acceptabilité des projets. Ça se fait pas mal en Belgique ou dans plein d'autres pays. En France, Énergie Partagée, qui s'est lancée il y a 2 ans, je crois, fait ça sur différentes énergies renouvelables. Mais ça dépend aussi de l'investissement des citoyens. Donc aujourd'hui, c'est tout petit. Ils ont, je crois, un projet de méthanisation dans lequel ils proposent à des citoyens de s'investir. Il pourrait y en avoir beaucoup plus. J'espère aussi que c'est une solution que les différents acteurs, développeurs, etc., sur la méthanisation envisagent pour favoriser l'intégration de leurs projets. Moi, je laisse la réponse aussi à la table ronde suivante, je crois, que Méthanéo intervient. Tout à fait. Et je crois qu'ils ont quand même pas mal joué sur leur site Tipper. Donc peut-être qu'ils auront des éléments de réponse là-dessus. Merci Madame Marché. Nous aurons Monsieur Cousy qui doit être dans la salle de Méthanéo, qui interviendra effectivement dans la table ronde suivante. Monsieur, vous aviez le micro. Donc Madame, j'ai bien noté que vous aviez... il y a un autre micro dans la salle déjà, Madame. Tout de suite après, Madame, si vous le permettez. Oui, Gonel Postec pour France Bois Forêt. Je voudrais aborder le sujet sous l'angle de la compétitivité. Est-ce qu'on pourrait avoir des ordres de grandeur, ou en tout cas de rapport, de tarifs de rachat du biogaz par rapport à un gaz naturel ? Juste pour avoir une notion, premièrement. Et deuxièmement, cette première génération donc, travaille sur des intrants qui sont soit qui ont peu de valeur, pas de valeur, ou voire une valeur négative. Qu'en est-il de la seconde génération lorsqu'il s'agira d'aller sur des biomasses, notamment bois, qui, elles, ont une valeur? Et donc, même question sur la compétitivité de cette seconde génération. Merci. 2 questions en une. Madame Foulonneau, vous voulez bien répondre, s'il vous plaît, au moins à la première partie? Voilà. Alors, sur le gaz, donc, les tarifs vont de 45 pour les grosses installations à 123 € du mégawattheure, selon qu'elles sont petites et agricoles. 45 € du mégawattheure. On va prendre un prix moyen d'importation en France. Aujourd'hui, il est à 25-30 € du mégawattheure. Donc on va dire qu'on fait x2. Le prix est à peu près 2 fois le prix d'importation du gaz naturel. Le problème, c'est que si vous étiez au Japon, le prix moyen d'importation du gaz, il est de 45 € du mégawattheure. Donc à la limite, vous êtes au Japon, c'est déjà le même prix. D'accord. Alors par contre, vous allez me dire, à contrario, vous êtes aux États-Unis, on est plutôt à 10-15 € du mégawattheure avec le gaz de schiste. Et donc, du coup, c'est pas demain, la veille, qu'il y aura beaucoup d'installations de méthanisation rentables aux États-Unis. Donc je dirais qu'avec 2 fois, étant donné que c'est vraiment le démarrage de la filière, qu'on démarre vraiment cette filière, qu'on n'a pas de recul sur les installations d'injection, voilà, on a bon espoir d'arriver à maîtriser les coûts. Et puis, on peut préciser qu'en biométhane, on a essayé d'être un peu vertueux
pour maîtriser les coûts. Et on a mis en place, c'est précisé dans le décret, un retour d'expérience technico-économique. Et donc, les 10 premiers projets, le ministère a confié à l'ADEME le soin de faire un retour d'expérience sur les 10 premiers projets technico-économiques. Et donc, on aura l'analyse de combien ça a coûté, de qu'est-ce qui a été sur tous les postes, et donc quelle est la rentabilité des projets, et qu'est-ce qui va et ce qui ne va pas, ce qui permettra de mieux construire les tarifs. Et puis, un dernier élément qui marche aussi en gaz et pas en élec, c'est qu'on a mis en place un système de garantie d'origine, donc qui permet de tracer le gaz vert et qui permet donc aux gens d'être sûrs d'acheter du gaz vert. C'est-à-dire que vous pouvez, et là par exemple Carrefour l'a fait, ils en parleront peut-être à la table d'après, il va confier ses déchets à Lille qui injecte le gaz, à Lille Séquedin, la communauté urbaine, et puis par les garanties d'origine, il a fait rouler 3 camions au gaz, au biométhane carburant. Donc les garanties d'origine, ça marche déjà. Nous sommes d'ailleurs, nous, GRDF, gestionnaire du registre des garanties d'origine. Et donc, on voit que ça permettra d'avoir une valeur aussi à la demande, c'est-à-dire d'avoir 2 mécanismes. Un mécanisme qui permet de pousser l'offre, la production, le tarif, et aussi demain, quand le marché sera installé, on n'en est pas encore là, mais d'avoir aussi quelque chose qui permet de tirer la demande et de donner une valeur au gaz vert si les gens veulent acheter du gaz vert. Tout en donnant une très forte visibilité aussi. Nous avons vu au CIDEM aussi l'exploitation qui en est faite aussi à travers les visuels, par exemple, des camions, etc. Tout à fait, tout à fait. Et donc voilà, pour dire qu'on démarre donc à 2 fois le prix du gaz naturel en France, mais qu'on a vraiment l'espoir d'avoir au moins construit les outils pour pouvoir demain maîtriser le coût de cette filière, et que les clients gaz qui payent, ce n'est pas dans la CSPE, mais c'est la contribution biométhane, pour que les clients base n'aient pas demain à payer énormément grâce à cette filière. Alors, sur la deuxième génération, aujourd'hui, les coûts, il y a des spécialistes dans la salle qui le savent mieux que moi, les coûts, pour l'instant, on en est à des notions de pilotes. Il y a en Autriche, en Suède, d'autres pilotes qui ont été faits. On pense arriver à des prix à peu près de 60 € du mégawattheure. Donc on est un petit peu plus cher que la première génération qui est mature, mais voilà, on pense que c'est tout à fait envisageable pour du carburant, et puis dans un avenir, là on est plutôt à l'horizon 2020-2030. Merci Madame Foulonneau. Monsieur Cullerier, vous avez fait signe, vous vouliez juste ajouter quelque chose très rapidement. Oui, très rapidement, un complément d'information pour bien montrer que la volonté de soutenir ce type de développement n'existe pas qu'en Europe ou au Japon où le gaz est cher. Nous, on développe des projets de méthanisation aux États-Unis, où il y a pourtant du gaz de shale, de schiste, shale gaz, pardon. Donc du gaz de schiste qui est aujourd'hui à un prix extrêmement bas, mais il y a des politiques volontaristes dans un certain nombre d'États, dont la Californie, qui là aussi payent 2 fois le prix du gaz naturel aujourd'hui pour soutenir ce type de projet. De projet. Très bien, merci pour cette précision. Madame qui avait le micro, et puis ensuite, si vous voulez bien, passer le micro. Ah, il y a d'autres mains qui se sont levées entre-temps. Alors, pardonnez-moi, je ne voudrais pas causer de frustration, mais je vais être obligé à un moment donné de passer la parole aux intervenants de la table ronde suivante. Donc, j'espère que vous ne serez pas trop long dans vos questions et que nos intervenants seront également très synthétiques dans leurs réponses. Donc, Madame, pour commencer, ensuite Monsieur, qui est au dernier rang, mais il y a déjà un micro dans la salle, Monsieur, si vous pouvez patienter encore un instant. Merci. Oui, moi j'ai Annie Leroy, associative. J'ai été interpellée par les propos de Madame Marchais. Je crois qu'effectivement, oui, en tant qu'associative, justement, je connais bien ce milieu-là, ce sont des gens qui sont pleins de bonne volonté, qui sont bénévoles, qui donnent beaucoup de leur temps, qui cherchent à s'informer. Je crois que vous devez faire véritablement beaucoup d'informations, et d'informations extrêmement en amont si vous voulez faire accepter vos projets. Actuellement, je suis dans un débat public sur l'éolien. Eh bien, il y en a qui ne vont pas marcher parce qu'il n'y a pas eu d'information des populations à l'avance. Bon, ça, c'est une première chose. Je voudrais dire que nous, les associations, on est très rassurés par le statut des ICPE, et en particulier des autorisations. Les petites installations qu'on voit sous le régime de l'enregistrement, je parle en général, qu'on voit sous le régime de l'enregistrement, de la déclaration, etc., ça nous paraît des choses qui sont extrêmement mal surveillées. L'ADREA n'a pas assez de personnel pour le faire. Et voilà. Nous, c'est rassurant pour nous, le régime de l'autorisation. Or, le seuil vient d'être monté encore d'un facteur 10. Je voudrais parler odeur. Si, on a augmenté... bon. C'est un détail.
Non, pas d'un facteur 10, de 10. Voilà. Alors, je voudrais parler des odeurs parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup au niveau législation. Il y a très peu d'industries pour lesquelles il y a véritablement une législation précise sur les odeurs. Je ne parle pas de la composition des effluents gazeux, SO2, etc. Je parle bien des odeurs. Et je pense par exemple à un arrêté sur la rubrique 2730, grosso modo c'est l'équarrissage, qui a été modifié en 2003, avec vraiment des choses très précises sur les odeurs, et en particulier la façon de calculer un indice de gêne. Bon, j'ai l'exemple d'une usine pour laquelle on a fait une enquête sur les odeurs très sérieuse, et finalement, pourquoi on l'a faite? Parce que les riverains se plaignaient des odeurs, et finalement, quand on a calculé l'indice de gêne, il était bon. Ce qui veut dire qu'il faut encadrer par des législations sur les odeurs tout un tas d'industries susceptibles de sentir mauvais, mais qu'il faut aussi modifier le thermomètre. Le calcul de l'indice de gêne tel qu'il est proposé dans cet arrêté ministériel n'est pas satisfaisant. Bon, ça, c'est quelque chose de général. À propos du méthane, on voit partout dans la littérature, quand on évoque le méthane, gaz à effet de serre, et il y aura des fuites. Les vannes, c'est fait pour fuir. Qu'il a, en termes de gaz à effet de serre, qu'il est 21 fois plus efficace qu'une molécule de CO2. 21 fois à 100 ans. Nous, ce qui nous intéresse, c'est demain, c'est à 25 ans. Et à 25 ans, c'est pas 21, c'est 61. Vous avez une exponentielle. À 25 ans, une molécule de méthane, c'est 60 fois une molécule de CO2. Et vraiment une question là, je suis au courant d'un projet de méthanisation après du tri mécano-biologique. Donc je m'adresse en particulier à la Chambre d'agriculture, monsieur Touchet. Évidemment, le digestat ne sera absolument pas épandable. Et le projet parle de gazéification de ce digestat pour faire ensuite de l'électricité. Merci madame. Alors, je ne vous cache pas qu'avec votre intervention, on pourrait refaire la table ronde puisque vous avez soulevé de nouveaux sujets. Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous serez amené à répondre. Je ne sais pas si nous en aurons le temps matériellement. Je vous invite à répondre au cas par cas sur ce qui est à votre connaissance aujourd'hui, ce que vous pouvez répondre à madame très vite. Donc très rapidement, sur les gaz à effet de serre, en tout cas, nous, les effluents d'élevage, ils sont à l'air libre. Le méthane s'échappe. Donc là, le fait de méthaniser, on capte du méthane et on le réintègre. Donc même s'il y a des fuites, et il se peut qu'il y en ait, on fait quand même un gain d'émissions de gaz à effet de serre, en particulier de méthane qui a un fort pouvoir de réchauffement. Question du tri mécanobiologique et des composts digestats associés. Nous, c'est sûr qu'on va, comme je l'ai dit, on est extrêmement vigilant là-dessus. Donc, on a un a priori négatif. On veut bien changer cet a priori à condition qu'on ait des garanties. Et des garanties, ça veut dire qu'on puisse faire des analyses, qu'on ait la capacité avec des industriels d'avoir des analyses, des résultats objectifs, voire la possibilité de contre-analyse sur des échantillons. Vous avez une approche très préventive. Très préventive, voilà. Merci, monsieur Touchet. Qui voulait compléter? Monsieur Sternweiss, très vite. Juste Madame au passage, Foulonneau. il n'y a pas tant de fuites que ça sur le réseau de gaz. Les vannes ne sont heureusement pas faites que pour fuir. On estime les fuites sur notre réseau à 0,6%. Donc je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas, mais voilà. Merci. Oui, la question des fuites. Au niveau des méthaniseurs, il faut quand même faire... je pense que c'est un sujet sur lequel il faudra se pencher. D'ailleurs, on s'y penche. C'est-à-dire... nous voyons aujourd'hui, nous qui sommes à la frontière, on voit aussi ce que font nos voisins. Moi, je pense que c'est très important d'être sûr de l'étanchéité des digestats. Parce que même au-delà de l'effet de serre, il y a une perte directe pour vous. Le problème est double. C'est vous dire que madame a raison sur un point. C'est-à-dire que si je prends l'exemple simple, vous faites du compostage classique, vous n'avez pas de méthanisation, vous avez du CO2 et vous perdez la chaleur. Si vous voulez récupérer la chaleur, c'est via la méthanisation. On récupère autre chose aussi. Mais je reviens tout simplement au méthane lui-même. Si c'est via le méthane, c'est-à-dire la fermentation anaérobie, que vous récupérez la partie énergétique, eh bien, il est évident que si vous avez ne serait-ce que 5% de perte au niveau de vos digesteurs, parce que vos digesteurs ne seraient pas étanches, vous revenez à zéro au niveau de l'effet CO2. Ça, il faut l'avoir à l'esprit. Mais il est parfaitement possible, heureusement, de construire des digesteurs qui sont parfaitement étanches. Mais je pense qu'il est important aujourd'hui de se poser cette question.
Merci, Monsieur Servax. Monsieur Michel, très vite. Juste un Monsieur commentaire de Cullerier, citoyen. Je suis d'accord avec les propositions et notamment bien faire attention aux problématiques d'odeur. J'ai travaillé encore 15 ans autour des décharges. C'était un sujet extrêmement... Ce que je veux juste de manière humoristique dire, il faut effectivement bien vérifier que le thermomètre mesure bien, mais il faut aussi vérifier que le malade en face n'est pas un malade imaginaire. C'est-à-dire que si le thermomètre est à 37, que... On est d'accord. On vous a compris votre image. Très bien, merci Monsieur Cullerier. Monsieur Michel. Oui, juste quelques mots à dire. Sur les fuites, effectivement, c'est important. Et dans les études que j'évoquais à un moment, et dans les diverses études, il y a entre autres une étude INERIS actuellement pour regarder les pertes de biogaz possibles aux différentes étapes du procédé et voir si on ne peut pas en tirer des recommandations justement pour limiter ces pertes qui sont embêtantes en termes d'effet de serre, mais aussi en termes de rendement. Et ça sera après évidemment un art d'exécution. Sur les odeurs, effectivement, c'est un sujet, je crois d'ailleurs une assez longue expérience en installation classée tant au niveau local que central. Effectivement, la grande définition dans des arrêtés ministériels de débit d'odeur, etc., ça guide, on peut dire, ça guide la réflexion, ça donne un outil intellectuel. On peut se retrouver sur le terrain avec, vous savez comme moi, les odeurs, ça dépend du jour, du vent, des perceptions, et le calcul du débit d'odeur peut vous montrer que vous êtes bon et vous avez plein d'odeurs, et à contrario, vous pouvez ne pas avoir de gêne. Donc effectivement, le mesureur national, c'est bon, mais ça fait des années qu'on n'arrive pas forcément à trouver la martingale de critères qui, dans les arrêtés ministériels nationaux, vous donnerez tout de suite les réponses. Ça veut dire que c'est vraiment une question locale de conception et de conduite d'exploitation, et toujours, parce que si on ne maîtrise pas ces intrants et qu'on ne maîtrise pas l'endroit où on les met, ce n'est pas le méthaniseur qui va être en cause, c'est l'amont, ça peut être le digestat aval, que les malades soient imaginaires ou pas, c'est sûr que du jour où ça a commencé, beaucoup plus difficile de revenir en arrière et de résoudre la question, y compris au plan psychologique, parce que clair que c'est comme pour le bruit. Quand on a enlevé les 95% des décibels qui viennent, si le public est sensibilisé, ça se voit encore. Donc, une question d'art d'exécution. Pour finir, répondre madame, sur l'encadrement installation classée, je veux dire qu'il illustre l'équilibre qu'on doit trouver. En gros, ce qui a été dit dans la nomenclature, c'est quand on est sur des méthaniseurs, on va dire mono-intrants ou intrants agricoles et végétaux, on est légèrement plus souple, on va dire, parce qu'on estime que c'est objectif par rapport à des méthaniseurs multidéchets, y compris à partir de TMB, parce qu'on estime quand monsieur Touchel a dit, quand l'intrant est bien normé de la même race, on va dire, tout le temps, il y a moins de risques d'odeur, le méthaniseur est plus facile de faire fonctionner, le process est moins complexe globalement, et moins de risques accidentels aussi. Ce qui fait qu'on a des seuils, on a un régime de déclaration, enregistrement et autorisation. Je rappellerai quand même l'enregistrement pour l'installation de taille moyenne, c'est quand même une installation qui fait l'objet d'une autorisation explicite du préfet, certes plus rapide que l'autorisation avec un dossier plus souple, mais c'est une autorisation explicite. Ce sont des installations qui sont, ou seront, si on n'a pas encore beaucoup, contrôlées comme des installations soumises à autorisation. Et on a juste, dans le plan MA, dit que le seuil passerait de 50 tonnes jour à 60 tonnes jour. C'est juste 10 tonnes jour, ce n'est pas un facteur 10, on ne multiplie pas les seuils par 10 en général si souvent que ça. Merci pour cette précision, mesdames, messieurs. Voilà, encore deux questions. Je crois qu'il se sont manifestés deux personnes qui pourront poser leurs questions. Monsieur qui venait de prendre le micro et tout de suite après, monsieur qui en avait un autre, je crois, sauf erreur. Non, ça y est. Donc, dernière question de la salle. Je voudrais juste revenir sur un sujet qui a été à peine esquissé. C'est l'issue, donc les digestats liquides et digestats solides. Est-ce que vous pourriez, de manière synthétique, faire un petit état de la situation sur la valorisation et la sortie éventuelle du statut de déchet? Alors ça peut s'adresser à Caroline Marchais ou Monsieur Michel, ou peut-être aussi Monsieur Touchet, ou les trois ensemble. Madame Marchais est très sollicitée. En fait, quels sont les freins aujourd'hui pour pouvoir valoriser sous forme d'engrais des digestats solides, et donc du coup de revenir sur la question du retour au sol, et c'est aussi un moyen de valoriser un business plan dans des projets.
Alors, c'est effectivement un sujet compliqué. On a peu de temps, donc je vais essayer de faire synthétique. Le digestat aujourd'hui, c'est un déchet. Depuis des années, on parle de faire une norme, mais pour normer, il faut savoir ce qu'on veut normer. Et les attentes sont différentes là-dessus. Un coup, c'est du digestat brut, un coup, c'est après séparation de phase. Donc, il y en a qui disent c'est la phase solide et d'autres qui disent non, c'est la phase liquide. Donc, déjà, c'est pas du tout pareil. Donc pour l'instant, il y a un programme pour développer l'homologation du digestat. Donc l'homologation vaut pour un site, un digestat donné, dont on arrive à prouver qu'il est d'une part utile, bénéfique pour les cultures, et d'autre part stable. Ce qui là non plus n'est pas toujours gagné parce qu'en fonction de ce qu'on met dans le digesteur, on a quand même une certaine variabilité. Donc il y a des dossiers d'homologation qui sont en cours. Et ensuite au niveau européen, il y a effectivement cette histoire de sortie du statut de déchet. C'est quand même assez compliqué et je ne suis pas sûre que ça apporte des réponses simples et immédiates aux problèmes des digestats. Puis on ne sait pas trop ce qui va en sortir parce que c'est pas fait et ça évolue encore au niveau européen. Merci Madame Marché, Monsieur Michel pour une petite précision. Je vais compléter. En revenant, c'est juste un complément. Il n'est pas impossible d'utiliser un déchet en épandage. C'est simplement plus complexe parce qu'il faut un plan d'épandage par rapport à quelque chose qui a été un compost normalisé, un engrais normalisé, etc. Et donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de déchets qui font l'objet d'un épandage individuel avec plan d'épandage. C'est assez lourd. Donc, de ce fait, et ça donne toutes les garanties, mais de ce fait, c'est lourd. D'où la recherche de solutions qui fait qu'on peut les homologuer au titre agricole, que ça a un apport, parce qu'il ne s'agit pas de mettre pour le plaisir, il faut que c'est un apport, ça c'est un apport, et qu'il n'y ait pas de risque, c'est les teneurs en métaux, etc. Aujourd'hui, effectivement, des promoteurs de projets peuvent amener leur dossier d'homologation du digestat auprès du ministère de l'Agriculture. C'est la procédure qui a été évoquée. La réflexion qui est conduite, entre autres par nos collègues de l'agriculture, avec les collègues de la Direction générale de la prévention des risques au ministère, c'est est-ce qu'on peut avoir une norme et éventuellement après un arrêté de sortie du statut de déchet qui soit collectif. On dit si, en termes de résultats, on rentre là-dedans, on n'a pas demandé chacun son homologation individuelle, et on démontre le respect, et à ce moment-là, on devient un produit comme il y a des composts normalisés, etc. Ça se double, effectivement, le marché d'une complexité, c'est qu'il y a un process européen lancé depuis 2 ans de réflexion sur les composts et autres, pas que pour la méthanisation, sur la possibilité qu'il y ait des critères européens de sortie du statut de déchet. Et si c'est défini au niveau européen, on doit s'aligner. Mais si c'est jamais défini, il faut aussi qu'on y travaille, parce que si ça fait un bail que ça tourne au niveau européen, qu'ils hésitent entre obligation de moyens, de résultats. Donc ça nous gêne, je pense, pas mal en France, tant que le débat européen n'est pas tranché dans ce sens. Et il y a effectivement aussi, pour finir, des réflexions en termes d'études, savoir si on pourrait regarder aussi les parties liquides des digestats, est-ce qu'elles pourraient être utilisées, valorisées, comme sont valorisées certaines eaux. Mais à nouveau, on revient toujours à la question tout à fait légitime des récepteurs, les plusieurs agriculteurs qui sont en général concernés, de l'apport agronomique et de l'innocuité par rapport au sol. Donc, c'est pas simple. Nous l'avions compris, beaucoup de choses restent à écrire, à définir, à étudier, mais c'est ce à quoi vous vous attachez. Nous l'avons bien entendu également. Nous avons pris un tout petit peu plus de temps que prévu pour cette table ronde, mais cela prouve également votre intérêt. Merci pour votre contribution et vos questions à nos intervenants, que je vais vous proposer d'applaudir pour les remercier de leur présence au moment de les raccompagner dans la salle. Merci, mesdames, messieurs.